Énergie, climat, quelle place pour le nucléaire et le renouvelable à l'horizon 2050. Donc, on a trois intervenants. On a Thierry Caminel, Frédéric Durand et Rémi Sexec. Donc, je vais leur demander de se présenter les uns après les autres, succinctement, pour qu'on les connaisse un peu. À vous. Donc, dans l'ordre alphabétique, c'est Thierry. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi, j'ai découvert l'environnement, les problématiques écolo il y a une vingtaine d'années, surtout par les ressources, le people, etc. J'ai pas mal navigué dans le milieu écolo décroissant. J'étais fondateur d'un site du Momentum, j'étais au tout début du Shift Project, j'ai été adhérent d'Euroécologie des Verts, j'ai été, bon voilà, ça fait un bout de temps que je traîne par là. Et vraiment, on pose une théorie, c'est l'énergie, en particulier aussi le lien entre énergie et croissance économique, donc le découplage. J'ai écrit un livre, contribué à des livres là-dessus. Voilà. Et pour gagner ma vie, je suis ingénieur, je suis expert en intelligence artificielle, big data, et c'est un choses. Bonjour, donc Frédéric Durand, je suis professeur émérite en géographie à l'Université Toulouse-Jean Jaurès et spécialisé particulièrement en géographie de l'environnement, notamment déforestation tropicale, énergie, climat et les implications éventuellement économiques, notamment de développement et de décroissance, donc on pourra éventuellement voir. Bonjour, Rémi Sexec. Je suis diplômé en électricité de l'école d'ingénieur toulousaine. Je me suis spécialisé dans le fonctionnement des énergies renouvelables et notamment leur intégration sur le réseau électrique français. Et aujourd'hui, du coup, je travaille au sein de la coopérative Enercom Midi-Pyrénées, où je m'occupe de la construction et de l'exploitation des centrales de la coopérative. Tout ça pour essayer de vivre dans un monde où tout humain peut vivre dignement sans détruire son environnement et son cadre de vie. Voilà. Donc maintenant, je voudrais vous parler de la façon dont nous avons organisé cette table ronde. Donc on n'est pas forcément tous d'accord, mais on est d'accord sur l'organisation de la table ronde. Donc la question centrale à laquelle on va essayer de répondre, c'est celle-ci. Comment faire satisfaire nos besoins en énergie, alors nos besoins qu'il faut les définir, en faisant minimum appel aux énergies fossiles, qui sont producteurs de CO2, donc charbon, pétrole et gaz. C'est la question centrale. Alors notre table ronde va être divisée en deux parties inégales. Il y a une première partie qui va concerner, disons, les choses plus ou moins acquises, où il y a un consensus entre nous. Donc ça va durer environ 10 minutes. Donc ça va être des présentations sur les enjeux du climat et de la réduction mondiale des émissions de CO2, et ensuite la situation énergétique actuelle dans le monde et en France. Et ensuite, une seconde partie, qui est la partie la plus importante, qui est la partie débat, qui elle va durer environ 40 minutes. Donc dans cette partie, on va essayer de répondre aux questions autour des enjeux et des contraintes associées aux différentes sources d'énergie possibles. Donc, on va répondre aux questions. Quels sont les besoins d'électricité et les capacités des différentes filières? Quelles sont les contraintes financières, techniques ou opérationnelles des différentes filières? Quelles sont les autres limites, problèmes ou risques associés à ces filières? Quelles sont les implications sociétales? Et finalement, quelles combinaisons des différentes filières sont possibles et raisonnables et souhaitables? Donc voilà notre plan. Donc on peut démarrer sur la première partie, donc qui concerne donc l'état des lieux et les connaissances sur lesquelles il y a un certain consensus. Donc je vais céder d'abord la parole à Frédéric Durand, qui va parler donc des enjeux climatiques et des émissions de CO2. Alors, bonjour. Donc, en 2 minutes, ça va être un défi. Je crois que je fais un cours sur le sujet à la fac qui dure un semestre. Là, 2 minutes, ça va être dur. Si vous pouvez passer la première diapo. Voilà l'évolution de la température de la planète sur 60 millions d'années.
Donc on part à gauche de 60 millions d'années et à droite, on arrive à... Est-ce que le pointeur marche? Ah oui, si, marche. Et là, c'est la période contemporaine, et là, ce sont les prévisions. Vous voyez que les différences de température, c'est de l'ordre de 0, 4, 5 degrés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la différence de température de la planète entre la période tiède sur le glaciaire actuel et une période glaciaire, c'est 4 à 6 degrés. Donc, la plupart des gens ne le savent pas et on se dit plus 2 degrés, c'est pas si terrible, plus 3 degrés, c'est pas si terrible. C'est l'équivalent de l'inverse de la moitié d'une ère glaciaire. Donc, des bouleversements considérables. Et donc, on est ici, on est sorti depuis 12 000 ans dans une période relativement stable, même s'il y a eu, on parle de l'âge glaciaire, on parle de l'optimum médiéval, mais tout ça, c'est des toutes petites variations, à côté des variations qu'il y a eu pendant les ères glaciaires au cours des derniers milliers d'années, et qu'il y a eu avant, là on est à la période d'un peu après la disparition des dinosaures, où on avait un climat tropical un peu partout. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous, on est ici dans cette période contemporaine et les prévisions disent que si on ne fait rien, eh bien, on va grimper, si on continue comme actuellement, on va grimper et on va se retrouver en l'espace de 2 ou 3 siècles, peut-être moins, avec la température de l'époque des dinosaures, mais quelque chose qui sera quasiment impossible à gérer. Parce que ce qui s'est fait en des millions d'années, ce qui a permis la biodiversité de s'adapter, la biodiversité ne peut pas s'adapter aussi vite en l'espace de quelques siècles. Donc c'est un défi incommensurable auquel l'humanité n'a jamais été confrontée et ceux qui disent finalement on va s'adapter n'ont pas conscience des enjeux. Est-ce qu'on va y arriver? Parce que c'est ça l'enjeu, est-ce qu'on peut le faire? Eh bien, je vous dis tout de suite non. Donc, la plupart des gens vont vous dire oui, c'est possible. Et alors, qui est-ce qui dit que c'est possible? Pour moi, il y a 4 catégories de gens qui disent que c'est possible. Ce sont les politiques et ceux qui les servent, ceux qui ont quelque chose à vendre, les naïfs ou les désespérés. Bon, j'ai été naïf et désespéré, je suis un peu... Alors, pourquoi est-ce que ça ne va pas être possible? Parce que vous avez ici, dans ce graphique, la partie en violette jusqu'aux années à peu près... donc là, la graphique s'arrête en 2018, un peu après la COP 21 en 2015. Et là, c'est tout le CO2 fossile qui a été émis depuis le début de la révolution industrielle, au milieu du 19e. Pour arriver à tenir plus 1,5, il faudrait suivre la trajectoire verte, c'est-à-dire passer alors là c'est en milliards de tonnes, donc là c'est l'équivalent de 10 milliards de tonnes de carbone, ou à peu près 37 milliards de tonnes de CO2, à 0 en 2050. Si on veut le plus de degrés, qui serait beaucoup trop déjà, eh bien, ça serait arriver à la même chose en 2070. Et vous pouvez voir que la courbe ne s'arrête pas à 0, c'est-à-dire qu'il faudrait continuer à en capter. Et ça, c'est un défi encore plus dur. Même la neutralité carbone ou le zéro carbone fossile ne sera pas suffisant pour ne pas dépasser le plus 1,5 ou le plus 2 degrés. Donc, 1,5, on l'a déjà virtuellement atteint. Donc, pour moi, ça amène à se poser les problèmes de manière différente. Il ne faut plus se poser la question de la manière comment on peut y arriver. Il faut accepter qu'on ne pourra pas y arriver. Et dans ces cas-là, la bonne question pour moi, c'est comment faire pour aider les gens qui ne mourront pas, parce qu'il y a des gens qui vont mourir, à vivre le moins mal possible, en limitant les risques et en maximisant les chances de survie des survivants. C'est triste à dire et je suis désolé si je peux faire peur, mais pour moi, il faut sortir du politiquement correct et dire, voilà, il va y avoir des morts, il va y avoir des gens qui vont se trouver dans une situation de survie. On commence à le voir, mais ce qui se passe, par exemple, en Floride, ce qui se passe, ce sont les prémices, ce sont les tout débuts de ce qui va se passer dans les prochaines décennies, et globalement, ceux qui ont déjà tout ce qui est prévu pour jusqu'à 2050, on ne pourra pas l'arrêter à cause de l'inertie climatique. On peut limiter les dégâts, mais il faudra limiter les dégâts en limitant les risques aussi. Donc, désolé si c'est un peu abrupt, mais il faut, je pense, sortir d'une sorte d'optimisme BA qui est un écran de fumée dangereux aussi, que ça empêche d'agir. Voilà, Thierry, Rémi, vous voulez intervenir là-dessus? Rémi? Non.
On peut passer au point suivant, qui est donc le point qui est présenté par Thierry sur Le slide suivant, s'il vous plaît, je suis. Tu arrives? Oui, donc là c'est un petit point sur l'association énergie. Alors, on se réserve que l'électricité. L'électricité, c'est que 80%, que 20% de la consommation énergétique. Hein. Voilà. Donc, c'est une petite vue également de l'évolution récente. Moi, les mix énergétiques dans différents pays. J'ai sélectionné l'Angleterre, l'Allemagne et la France. Quand je dis d'autres. Voilà. Donc en France, pour revenir, en France, on le sait, c'est un peu du débat, on est très basé sur le nucléaire, 80%. On a les petites courbes à droite, c'est l'intensité carbone de l'électricité, donc les très éléments carbonés, quelques 40 grammes de CO2 par kilowattheure. L'Angleterre a fait un gros effort récemment, vous le savez, ils ont fermé leur dernière centrale au charbon, c'est le pays du charbon, l'Angleterre. Ils l'ont fermé il y a 15 jours, 3 semaines à peu près, donc c'est un gros effort, ils sont quand même très ambitieux pour descendre. Ils ont beaucoup d'éoliennes, ils ont encore du nucléaire, ils vont de ce EPR, etc. Donc c'est une trajectoire intéressante. Bon, 4 fois plus que la France, mais c'est quand même pas trop mal. L'Allemagne, eux, ils ont beaucoup d'éoliens, super, beaucoup de photovoltaïques. Ils ont gardé beaucoup de charbon et de gaz. Voilà. Les émissions de CO2, l'intensité énergétique, la quantité de CO2 qu'il y a par kilowattheure est encore très très élevée, 8 fois plus qu'en France à peu près. Et ça reste pas énormément, on le voit, bon, ça reste encore des chiffres un peu embêtants vis-à-vis du climat et autres. Voilà, donc ça c'est juste un petit focus. C'était sur l'année 2023. Hein. Bon, c'est juste faire un focus, ça change un peu, mais ça donne un état pour discuter d'évolution pour la suite. Hein. Et la deuxième slide, excusez-moi, si tu peux me cliquer sur là-dessus. Ça, c'est le pétrole, parce que là, on parle sur le climatique. Et il y a l'autre contrainte, c'est le pétrole. Pas le pétrole, les énergies fossiles. Les énergies fossiles, c'est une énergie de stock. À un moment, enfin, on pompe, il n'y en a plus. Et ça, c'est une étude qui a été faite par le Shift Project. Alors, le Shift, même pas, elle a été financée par le Shift Project. Ils ont demandé à 2 experts pétroliers, 2 anciens patrons d'exploration de chez Total, des gens peuvent taper, plus l'ancien patron au niveau de l'AIE, enfin un expert de l'AIE, ils leur ont donné accès, ils ont eu accès à une des rares bases de données sur tous les champs pétroliers mondiaux. Ça existe, normalement, ça coûte plusieurs millions d'euros. Hein. Et donc, vous avez une bonne connaissance professionnelle. Qu'est-ce que c'est qu'une pluie? Qu'est-ce que c'est qu'une réserve? Là-dessus, ils sont retrouvés maintenant. Et ils ont eu des sources d'informations. Et l'indice qu'ils avaient, c'était l'approvisionnement pétrolier de l'Europe dans les prochaines années. Donc, l'Europe a globalement 16 pays, on s'approvisionne de 16 pays pétroliers, hein, voilà l'Arabie Saoudite, les États-Unis, l'Égypte, ainsi de suite. Et ils ont regardé, puits par puits, champ par champ, quel serait l'avenir, la production de ces champs-là, en cours et prévu, ainsi de suite. Et ça donne cette courbe-là, qui est que la plupart, la quasi-totalité des pays qui nous fournissent le pétrole en Europe actuellement sont déjà ou proches de leur type de production de pétrole, leur physique, hein, c'est pas qu'ils ne veulent plus, hein, c'est qu'ils ne peuvent plus, parce que la pression est diminue. Ils sont pratiquement tous, mis à part l'Arabie Saoudite et les États-Unis, tous les autres quasiment, on passe par pic, la Russie a passé son pic, il y en a tous. D'une part, mais quand on commune de ça, ça veut dire que l'approvisionnement de l'Europe, pétrolier, va être divisé quelque part entre 2 et 10 dans les 30 prochaines années. Qu'on ne le veuille pas. Hein, moins de pétrole, dire, tout dépend de pétrole. Enfin, tout. Hein, les plastiques, les déplacements, les bétons, l'acier, les machins, etc. Je veux dire, vous avez vu les gilets jaunes, avec tout. Une crise pétrolière, c'est majeur. Donc, il faut impérativement anticiper, préparer cette descente qui sera forcée. Et c'est pas bien, c'est la même action que pour les substitutions de CO2. C'est la même chose, c'est-à-dire avec ce prix, il y a le méthane, mais voilà. Donc, on a 2 contraintes, donc climat et énergie qui sont couplées. Et même si on se dit le climat, c'est pour tard, de toute façon, il y a les Chinois, les machines, tout ça, de toute façon, on sera obligé d'avoir une baisse de nos émissions de CO2 et de pétrole, parce que l'approvisionnement pétrolier de l'Europe va diminuer de manière structurelle, géologique, ni pour rien. Et donc, il faut s'adapter. Et plus ça s'adaptera, moins ça sera douloureux.
Et si on ne le fait pas, là, ça va des guerres, des effondrements institutionnels, pour en citer. Voilà. Donc, il y a les deux aspects sur lesquels je voudrais mettre. Tu as présenté le mix énergétique au niveau de la production d'électricité. Mais est-ce que tu as des transparences sur le mix énergétique au niveau de l'énergie globale? C'est différent, quoi, l'énergie globale. J'ai juste dit que j'ai expliqué pas vraiment cela, mais Je reviens un peu plus tard. oui, globalement, enfin, je n'ai pas le slide, mais je l'ai dit en passant. L'électricité, à ce jour, c'est 25% du mix énergétique global. Ouais, Mais c'est toujours un tout petit peu compliqué, ce chiffre-là, parce que du coup, ça demande à distinguer entre l'énergie finale et l'énergie. On fait plus avec l'électricité en énergie finale qu'avec l'énergie fossile. Donc, c'est toujours des chiffres. Bon, mais l'essentiel, c'est ça. C'est le pétrole. Je veux dire, globalement, l'énergie fossile, c'est considérable. Tout ce qu'on a ici, c'est de l'énergie pétrole. Pétrole, il y a 4 MFI. La civilisation, notre civilisation dépend de 4 matériaux: acier, plastique, ciment et engrais. Et ces 4 sont issus de l'énergie du pétrole et du gaz. Les chiffres que j'ai, c'est en gros, c'est qu'au niveau de l'énergie globale, en France, c'est 2/3 du fossile, 1/6 du nucléaire et 1/6 du renouvelable. Et au niveau de l'électricité, c'est différent, parce que c'est en gros 2/3 du nucléaire, et puis un petit tiers de renouvelable, et puis un petit 7% de fossile. Donc, l'énergie primaire, c'est ça, l'énergie finale, c'est plus différent. C'est un ordre de grandeur. Il faut faire la différence entre le mix au niveau de l'énergie globale et le mix au niveau de la production d'électricité. Peut-être c'est vrai qu'on parle quand même de ces fameux pics pétroliers, qui recule un peu, mais globalement, tout le monde est d'accord qu'on l'a peut-être, soit on l'a déjà franchi depuis quelques années, soit il est même, mais avec quand même peut-être le bémol que les réserves de charbon sont beaucoup plus importantes et que du charbon, on pourrait, et on sait mécaniser le charbon, donc si on voulait continuer sur du fossile, on pourrait encore 2 ou 3 siècles utiliser du charbon. Mais le charbon, ça émet encore plus de CO2 que le pétrole. Donc, ça, c'est pas une bonne solution du tout, mais le pic pétrolier n'est pas un vrai frein. Ça nous incite à réaliser que l'énergie n'est pas infinie, mais c'est pas un vrai frein pour la consommation de fossiles. Juste une petite précision, tu parlais des Chinois et des Indiens, il faut quand même réaliser qu'on les stigmatise toujours par, mais en fait, quand on regarde par individu, par personne, un Chinois émet autant de gaz à effet de serre qu'un Européen. Donc, on considère, oui, je vois quelqu'un d'étonné, les Européens émettent autant de gaz à effet de serre que les Chinois. Et encore, les Chinois, dans leur gaz à effet de serre, il y a une partie qui est exportée chez nous. Donc, si on prend même la consommation, l'énergie consommée par les pays, les Européens émettent plus de CO2 pour leur consommation que les Chinois. Et voilà, donc attention à tous ces discours où on nous dit que c'est de la faute des pays du Sud. Et si on regarde les Indiens, par exemple, les Indiens émettent 4 fois moins de CO2 que les Français. Donc aussi, il y a beaucoup de fausses informations, d'informations en tout cas biaisées, qui sont faites parce qu'on va parler par pays. Et c'est sûr que quand on parle de pays qui vont avoir plus d'1 milliard d'habitants, ça donne des chiffres colossaux. Et les pays du Sud ont essayé de négocier au moment de la COP21 que les émissions de gaz à effet de serre soient prises non pas par pays, mais par habitant. Et ça a été refusé au niveau des Nations Unies, parce que ça n'arrangeait pas les gros pays émetteurs, enfin les pays du Nord. Comme ça, j'ai fini là-dessus il y a un facteur aussi qui est important, c'est la notion de retour énergétique. EROI, on a dans le jargon, énergie militaire, on a énergie investie, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour extraire de l'énergie. Et c'est quelque chose qui n'est pas en compte. De manière générale, il faut de plus en plus d'énergie pour extraire l'énergie. Voilà, parce qu'il faut les chercher plus profond, il faut creuser plus longtemps, il y a davantage de soufre, etc.
c'est un paramètre très important. Alors, jusqu'ici, c'est assez négligeable, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui est extraite pour le pétrole, qui est globalement négligeable, elle le devient de moins en moins. Et il y a des corrections avec cette courbe-là, où on prend en compte que par l'énergie qu'il va falloir pour extraire celle bitumineux, ou des gaz de schiste, et ainsi de suite, et là, effectivement, ça réduit encore plus. Donc ça, c'est important. Donc l'énergie même, c'est même la quantité de barils est la même, l'énergie de la fin que l'on a utile va réduire encore plus. Et je fais quoi ça par rapport au charbon. Le retour énergétique du charbon liquéfié est absolument dégueulasse. Voilà. Donc il n'est pas pratique. Il faut beaucoup d'énergie pour produire du pétrole à partir de charbon liquéfié. Enfin, déjà, pour extraire le charbon, il faut creuser de plus en plus profond parce que les mines sont de plus en plus profondes, de moins en moins denses. Et après, le processus d'équilibration, voilà. Donc ça marchait, effectivement, les chars allemands sont venus jusqu'ici avec du charbon liquéfié. Mais bon, ça marche. Quand on a la guerre, ça va rentrer. Voilà, c'est un paramètre très important, on appelle les taux de retour énergétique, le ROI en anglais, qui est un très important. Il n'est pas que pour le pétrole, c'est un point extrêmement important. Donc maintenant, je voudrais qu'on passe à la seconde partie, qui est la partie la plus importante, c'est la partie débat. Donc, sur les enjeux et les contraintes associées aux différentes filières de production d'électricité, parce que si on veut se passer donc, des énergies fossiles, il va falloir qu'on produise de l'électricité de façon importante et de façon en n'utilisant pas d'énergie fossile. Donc, il y a différentes filières, la discussion va porter sur ces différentes filières. Donc, la première question, c'est quels sont les besoins en énergie électrique et quelles sont les capacités des différentes filières. Donc, qui veut répondre à ça? Qui veut commencer sur ce sujet-là? Électrique ou énergie électrique? Énergie. Les filières d'énergie, les productions d'énergie électrique. Oui. Dernièrement, il vaut mieux parler en termes d'énergie, surtout dans la mesure où on parle de plus en plus d'électrification des filières. Dissocier l'électricité de l'énergie, quand on dit on va passer à la voiture électrique, ça veut dire qu'on remplace du pétrole par l'électrique, passer du chauffage électrique, on remplace du fioul ou du charbon, ou même la production d'électricité remplacée par le charbon. Il me semble plus judicieux de parler d'énergie on a tout à faire à revenir à l'électricité. Et éventuellement, si je peux me permettre, j'avais, si assez près le diapo phonétique, j'avais peut-être, alors je vais passer, hop. C'est la, ouais, hop, voilà, voilà. Pour moi, un peu, on va raisonner en termes d'énergie finale et en énergie de consommation. Voilà la situation dans le monde à peu près dans les années 2020. Plus de 20% de charbon, près de 40% de pétrole, plus de 20% de gaz, 16% de renouvelables et environ 2,3% de nucléaire. Voilà la proportion actuelle. Sachant que, on l'a vu tout au début, il faut qu'on se passe du charbon, du pétrole et du gaz qui représentent 80% de l'énergie mondiale. Ah, bien sûr, ce mix varie d'un pays à l'autre. Comme l'a dit Thierry, par exemple, en France, on a plus, notamment avec le nucléaire, une proportion un peu différente. En France, on a de l'ordre de 16 à 17% d'énergie liée au nucléaire, beaucoup plus qu'au niveau mondial. Mais globalement, le problème du climat mondial ne peut se résoudre qu'à l'échelle mondiale en arrivant à résoudre cette équation. Comment remplacer ou se passer de ces 80% fossiles. Donc, remplacer, c'est trouver les énergies qui vont être équivalentes, ou se passer, c'est aller vers une réduction. Et peut-être une autre, donc là, ça donne vraiment l'ampleur des enjeux. On oublie, on a l'impression qu'on est passé, moi je sais quand je demandais aux étudiants le pourcentage par exemple, de nucléaire dans le monde, beaucoup d'étudiants me disent, bon, il y a 50, 80% de nucléaire dans le monde. C'est 2,3. Et quand on regarde maintenant les prévisions, alors là, c'est l'AIA, qui est donc l'Agence internationale à l'énergie des Nations Unies. Donc, ils ont conscience de ces enjeux et on voit que on a les énergies fossiles
qui doivent tendre vers zéro, mais vous voyez que même l'AIE considère qu'on ne pourra pas se passer complètement des fossiles. C'est une grosse difficulté par rapport au deuxième graphique que je vous ai montré. Un peu d'hydrogène, un peu de nucléaire. Alors, attention aussi, il y a le problème qui a été évoqué, qui est l'énergie primaire. Alors ça, c'est un peu une difficulté liée aux statistiques de l'ONU, c'est que l'énergie primaire, c'est l'énergie qui est produite dans le processus. Et globalement, pour le nucléaire, ça vient à tenir compte de l'eau qui est chauffée, par exemple, ou de la vapeur d'eau qui est rejetée. Ce qui fait que les chiffres qui sont donnés par le nucléaire sont souvent à peu près doublés, si je ne me trompe pas. Donc, parfois, on va voir, moi j'ai donné là le chiffre de 2,3, il y a des gens qui vont dire c'est 5% de l'énergie mondiale. 5%, mais il y a la moitié qui n'est pas utile parce que c'est juste de l'eau chauffée qu'on va rejeter dans le milieu. Même peut-être, même parfois problématique. Donc, le nucléaire, on voit bien que le potentiel, le potentiel se maintient à peu près, peut augmenter un peu, et donc l'hydraulique peut augmenter, mais l'hydraulique entre aussi en partie dans les renouvelables, et en fait, l'AIE considère que c'est surtout via le solaire et l'éolien que le monde va compenser la réduction de la consommation d'énergie fossile. Alors, là aussi, dans une perspective d'augmentation de la consommation, et qui peut être une perspective bien sûr très différente si on considère qu'on va essayer de réduire nos consommations. J'insiste sur le fait que tout le carbone qui est actuellement sous terre, en effet, il doit rester sous terre. Parce que qu'on l'extrait sous forme de pétrole, sous forme de carbone, in fine, quand on l'utilise pour produire de l'énergie, ce carbone part dans l'atmosphère. Et chaque gramme de carbone en plus dans l'atmosphère, ça va être des tensions supplémentaires sur le climat, des tensions supplémentaires sur l'eau, sur l'alimentation, ça va être des déplacements. Et en gros, les coûts de l'adaptation au dérèglement climatique seront beaucoup plus pharaoniques que les coûts pour essayer de freiner face au mur qu'on va bientôt se prendre et qu'on est déjà en train de se prendre. La bonne nouvelle, c'est que à l'échelle de la France, il y a plusieurs scénarios qui ont été élaborés qui montrent que c'est possible, à horizon 2050, avec les technologies qu'on a aujourd'hui, de sortir des énergies fossiles. Le premier que je vais citer, c'est le scénario Négawatt. L'association Négawatt, c'est une association qui regroupe des chercheurs, des experts sur le climat et sur les énergies, et qui publie en fait un scénario actualisé. Le dernier en date, c'est celui de 2022. Celui-ci détaille du coup pas uniquement un état des lieux en 2050, mais comment on y arrive entre aujourd'hui, 2022 pour la date du rapport, et 2050. Donc eux, ils voient en 2050 le pétrole, le gaz fossile et le charbon qui ont disparu du paysage énergétique français, qui n'y reste que pour la production de matière. En effet, on aura du mal à se passer de tout le plastique. Mais déjà, si on s'en sert plus en transformation de matière et pas en énergie, c'est déjà pas mal d'économie. La consommation énergétique française, elle serait divisée par 3. Et ça passerait par un investissement massif, notamment dans la rénovation thermique des bâtiments. Parce qu'aujourd'hui, l'énergie qu'on utilise pour se chauffer, c'est une quantité astronomique. Là où, si on chauffe des pièces bien fermées, bien isolées, on a énormément à gagner. Et du coup, ils prônent aussi un scénario dans lequel on n'aurait pas de nucléaire avec la fermeture du dernier réacteur en 2045. Et juste pour finir brièvement, il y a d'autres scénarios qui ont été élaborés par RTE, qui est le gestionnaire du réseau du transport d'électricité. Ils ont fait différents scénarios avec des noms qui s'appellent M0, M1, M2, en évaluant différents mix entre les énergies renouvelables, le nucléaire, des solutions centralisées, des solutions décentralisées. Et sur la solution décentralisée M0, il montre un mix électrique qui repose 100% sur les énergies renouvelables 2050, qui est faisable.
Là, je vais plutôt m'appuyer sur les travaux du Shift Project. Alors, je m'appuie, je ne suis pas porte-parole Shift Project, hein. Donc, comme c'était introduit comme ça, donc le Shift Project, ils ont fait notamment, c'est un think tank créé par Jean Covici, ils ont fait notamment le plan de transformation de l'économie française, qui est un plan, c'est pas un plan uniquement sur l'aspect énergétique, je retiens, c'est un plan de transformation, c'est-à-dire sur tous les aspects, les transports, l'économie, le fret, il y a 8 secteurs, et là-dessus, c'est comment on peut décarboner au rythme voulu, c'est-à-dire 5% par an, chaque secteur individuellement. Voilà. Et in fine, donc, l'énergie est juste là, entre guillemets, pour boucler le système. C'est-à-dire, quelque part, on voit qu'est-ce qu'on va avoir dans les différentes 5 prochaines années besoin comme énergie, et après, donc, on regarde quel est en face les moyens pour produire cette énergie-là. Donc, c'est assez intéressant, donc, je me base plutôt sur ce truc-là, qui demande également beaucoup de décroissance, beaucoup de sobriété. Donc, c'est pas le facteur 3 du scénario des mégawatts, mais c'est comme le facteur 2. Voilà, divisé par 2 la consommation d'énergie, c'est quand même ça les challenges qu'on n'a jamais fait. Et ça change un petit peu les choses. C'est un scénario qui est basé, donc c'est pas un scénario, c'est un plan, il est basé quand même sur deux aspects. Il y a l'aspect d'un scénario et il y a l'aspect risque. C'est-à-dire quels sont les risques associés à chaque scénario. Voilà, risque que le scénario n'arrive pas, sachant que la conséquence, si on n'arrive pas à réduire une émission de CO2, c'est une planète invivable et un système socio-économique qui est en collapse, qui s'effondre parce qu'il y aura plus de pétrole, etc. Bon, donc, les risques, si on ne le fait pas, c'est majeur. Alors, c'est un peu les deux aspects. Et c'est peut-être dans cette lumière-là que je réfléchis un petit peu, parce que par exemple, dans l'RTE a évalué les différents scénarios, effectivement, 0,1, 0,2, 0,1, etc. Et ils disent, par exemple, les scénarios où il y a un peu du nucléaire, donc les scénarios dont je lis la phrase telle qu'elle est, parce que c'est important, donc les scénarios type N2, N comme nucléaire, voilà, permettent de s'affranchir de plusieurs paramètres techniques et industriels pour atteindre un haut niveau de production d'électricité bas carbone. Donc, c'est un problème de risque. C'est-à-dire, si on met pas de nucléaire, je le dis en short phrase, on augmente les risques techniques de ne pas arriver à décarboner au rythme qu'on le veut. Voilà. Et je donne un exemple là-dessus. Je connais pas bien le scénario des Gawatts, j'ai fait quelques années avec eux et une compagnie de route de risque. Voilà, parce que globalement, un scénario, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un tableur. C'est un tableur Excel, il y a des hypothèses à l'entrée, il y a des formules, puis on va modifier les hypothèses et les valeurs de calcul pour arriver à un résultat qui nous paraît crédible, sur lequel on va atteindre à peine. Il paraît crédible par rapport au système, en tout cas, que l'on veut donner. En l'occurrence, les gigawatts, c'est quelqu'un pour sortir nucléaire. Bon, je donne un exemple. Dans un scénario des gigawatts, il y a un truc qui s'appelle utilisé comme une clé de voûte. Vous cherchez sur Internet, une clé de voûte scénario des gigawatts, vous verrez apparaître une technologie qui s'appelle le power to gas ou la méthanation, qui consiste à transformer de l'électricité en gaz. Effectivement, une fois qu'on a ça, c'est super parce que c'est un des gros problèmes des énergies renouvelables, c'est l'intermittence. Et si on peut stocker effectivement l'électricité sous forme de gaz, tranquille, on a à peu près résolu un gros problème. Sauf que cette énergie-là, ce power to gas ou méthanation, c'est une technique qui n'est pas mature du tout. Elle n'a jamais été mise en place de manière consensuelle. Il y a 20 ans, il y a des prototypes, de nos jours, il y a un prototype. Elle est considérée comme étant non mature et risquée par la RTE. Les Allemands ne l'utilisent pas. Par exemple, ils préfèrent de l'hydrogène. Voilà, donc c'est une clé de voûte qui est très fragile. Voilà, bon. Ça ne veut pas dire que tout le reste du scénario n'est pas bon, et au contraire, il y a très très bonnes choses. Mais sur cet aspect-là, bon, il faut prendre un tout petit peu de pincettes et regarder les risques associés ou les hypothèses sous-jacentes et quels sont les risques associés à ce que les hypothèses sous-jacentes à chaque scénario sont pas tenues. Voilà. Je donne cet exemple-là, on pourra continuer ce débat sur d'autres points. Donc, je voudrais qu'on clôt cette question-là. Je pense que ça, on ne va pas tenir. On va pas tenir. Je voudrais qu'on passe au second point, là, on a parlé des contraintes financières, techniques et opérationnelles associées aux différentes filières.
Donc, je ne sais pas si tu veux commencer là-dessus ou si tu veux. Je vais éventuellement des diapos qui peuvent aider. Une diapo du GIEC notamment, qui est donc un rapport de 2022 du GIEC, qui montre qu'en termes, alors là c'est en termes à la fois de coûts financiers, donc en bleu c'est les bas et plus ça devient vers l'orange et le rouge, plus c'est cher, et les petites barres noires correspondent au potentiel que les différentes énergies ont en termes de capacité à être mises en œuvre, puisqu'il y a des questions de délai. Et d'ailleurs, souvent, on en parle. Combien de temps il faut pour construire? On peut bien avec le PR de Flamanville ou même les projets de PR2. En combien de temps on peut construire des centrales nucléaires? Donc, il y a des délais qui sont plus ou moins peu à tenir. Et globalement, d'après le GIEC, vous voyez, il n'y a quand même pas, il y a pas trop photo. Les énergies qui ont le meilleur potentiel, à la fois quantitativement et en termes de coûts, parce que l'argent, on le voit bien, et surtout en période de restriction budgétaire actuelle en France, mais puis les pays qui sont dans la même situation, l'argent est le nerf de la guerre, comme tu disais tout à l'heure par rapport à la réduction de la consommation par l'isolation, il faut de l'argent pour isoler. Eh bien, là, finalement, en termes de production d'énergie, en tout cas, le vent et l'énergie éolienne et solaire ont un plus grand potentiel et coûtent moins cher. Voilà, donc c'est un élément du GIEC. Oui, tout à fait. Pardon. Alors, je vais continuer là-dessus. Pour le PTEF, donc pour le Shift Project, il faut le vent, l'énergie, le vent, l'éolien, le photovoltaïque, la biomasse sont obligatoires. Le moment dans le sud, pour boucler donc ce fameux plan, les ordres de grandeur, c'est qu'il faut environ 50% d'énergie renouvelable et 50% de nucléaire. Voilà. Ce qui correspond à peu près à des scénarios dits N03, entre le N02 et N03 de RTE. RTE montre également que ces scénarios sont, alors, il faut voir qu'on ne parle pas uniquement d'énergie individuelle, mais le mix énergétique, c'est-à-dire quel est le prix, quand on prend en compte les prix de l'interconnexion, les prix notamment pour résoudre les problèmes de stockage d'intermittence, ça me prend le coût d'un système. Dans ce cas-là, les chiffres peuvent un peu changer. Il y a beaucoup de problèmes méthodologiques pour évaluer le prix de l'énergie. Et ce que dit RTE, c'est que les scénarios où il y a du nucléaire sont les moins chers que ceux où il n'y en a pas. Après, on discute là-dessus. Il y a quand même pas mal de cours, il faut aussi RTE là-dessus. Et c'est quelque part aussi, qu'on le voit, on a quand même un très bel exemple en Allemagne, où non seulement ils en ont toujours avec beaucoup de charbon et beaucoup de gaz, c'est quand même pas tout à fait une réussite, et ils ont encore, à ce jour, ils ont quand même engagé 500 milliards d'euros pour arriver à ce magnifique résultat. 500 milliards d'euros. Parce qu'il y a plein de coûts qui sont pas directs. On prend le coût OK, il y a 10 milliards pour le PR, mais par exemple, en Allemagne, ils sont en cours d'un milliard 100 milliards d'euros, les chiffres varient entre 60 et 120, pour faire l'interconnexion, pour mettre des lignes de tension entre le nord, où il y a les éoliennes offshore, et le sud, où il y a les consommateurs. Vous voyez, donc les ordres de grandeur peuvent être aidants. Je veux dire, les chiffres, quand on parle d'interconnexion de réseau, ça se compte très facilement en dizaines, en centaines de milliards. Voilà. Donc il faut vraiment voir l'ensemble. C'est pour ça qui rend un peu ces courbes-là compliquées, c'est-à-dire quel est le périmètre qu'on choisit quand on dit système énergétique renouvelable. Voilà, telle est l'énergie. Si on regarde effectivement que le prix de la photovoltaïque, c'est vrai que c'est pas très cher. Si on prend en compte l'interconnexion, la gestion des backups, des centrales au gaz, etc., pour servir de backup, les chiffres changent. Juste pour finir avec l'Allemagne, je vois un petit peu qui regarde. Par exemple, en Allemagne, c'est un ministre allemand écolo qui est en charge du climat et de l'économie. D'accord? Bon, il n'y a pas assez de commandes, il y a assez coûteux, car 40 gigawatts de centrales au gaz. C'est qui sont commandés.
voilà, c'est pas rien. Ça correspond à une vingtaine de 20-40 centrales comme celle qu'on construit en Bretagne. Voilà. Donc ça donne des ordres, c'est un coût. Et puis ils ont également demandé, vous l'avez vu, il a autorisé aussi l'extension des mines des lignite. Il y a un an ou deux, on a vu ces images-là, ces énormes mines avec des énormes machines qui creusent la surface. Donc là, l'extension a été autorisée par un ministre écolo. On discute. Hein. Là, ils ont autorisé ils sont en train de construire quatre ports méthaniers pour pouvoir récupérer du pétrole, du gaz de schiste américain ou venant des Qataris, parce qu'ils ne peuvent plus récupérer sur les Russes. Bon, voilà. Donc, il faut faire attention sur les chiffres. Alors, encore une fois, à la limite du prix, on s'en fout. Oui. Merci beaucoup Thierry. J'aimerais du coup vous recentrer sur la question qui est du coup sur les contraintes techniques et financières des filières électronucléaires et renouvelables. Donc moi, ma casquette c'est plutôt les renouvelables, c'est là-dedans que je me suis spécialisé. Donc, voilà, pour apporter quelques éléments de contexte, l'énergie produite par l'énergie solaire aujourd'hui, elle est vraiment à bas coût. C'est en 2006, un panneau solaire au mètre carré, ça coûte à peu près 600 euros. C'était l'équivalent au mètre carré du téléplacement. En 2024, on est à 40 euros le mètre carré, c'est l'équivalent du carrelage. Il y a quand même un peu plus de technologie dans le panneau solaire qu'un carrelage. Donc, c'est pour vous dire les efforts qui ont été faits au niveau de la filière et la maturité que ça a pris. C'est le prix de l'énergie produite par de l'énergie solaire a été divisé par 10 en 10 ans. Donc, c'est pour ça que c'est celle qui arrive en premier là-haut. Alors, il y a d'autres contraintes. Il y a la contrainte du silicium, la matière première. Le silicium, en soi, il est en abondance dans la couche terrestre. Donc, c'est pas tant un problème. Par contre, le silicium travaillé de la manière qu'on puisse faire des panneaux photovoltaïques avec, et ben ça demande de la technologie et de l'énergie. Et donc, pas tous les États ont fait les investissements nécessaires, et aujourd'hui, c'est la Chine qui est précurseur là-dessus. Au début, en fait, ils ont commencé à acheter des machines pour faire leurs propres panneaux. Ensuite, ils ont acheté les machines pour faire les machines, pour faire les propres panneaux. Et maintenant, ils maîtrisent la totalité de la chaîne de production. Et ils ont arrivé à avoir des quantités de production qui matchent la demande au niveau mondial. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très facile de se procurer un panneau photovoltaïque. Les avantages aussi sur le photovoltaïque et l'éolien, c'est que on parle souvent d'intermittence. On est nombreux à trouver qu'il est plus juste de parler de variabilité. C'est-à-dire que le panneau photovoltaïque ne va pas s'arrêter de produire comme ça. Il va s'arrêter s'il a moins de soleil. Bon, il se trouve que le soleil, on est capable de le prévoir. Le vent, c'est pareil. L'analyse météo à J+1, à J+2, à J+7, c'est des choses qui aujourd'hui sont étudiées de manière précise. Je vous renvoie vers les collègues de Météo France. Et donc, en plus d'avoir des prévisions fiables, le fait est que ces énergies-là, elles sont réparties un peu sur tout le territoire. Et ce cloisonnement fait qu'il y a toujours un peu de vent, un peu de soleil quelque part. Et donc, on arrive avec des modèles assez fiables à prévoir l'énergie le lendemain, le surlendemain. Et ensuite, il suffit de découpler si jamais on a trop d'énergie pour adapter par rapport au réseau. Et je pense que cette intervention était déjà suffisamment longue. Je vais repasser le micro. Je propose tout de suite de passer à la troisième question, qui est la question des limites, des problèmes et des risques associés aux différentes filières. Je voudrais qu'on laisse de la place quand même au débat, donc avec la salle.
C'est ça que je voudrais qu'on avance. Bon, si je peux, les épaules. Moi, peut-être j'aimerais parler de la question des déchets nucléaires, puisque c'est quelque chose qui m'inquiète. Et souvent, il y a beaucoup d'éléments de langage, on dit notamment d'EDF, qui dit tous les déchets qui ont été produits, c'est une piscine olympique. Alors c'est faux d'ailleurs, parce qu'on oublie tous les déchets qu'on a jetés dans l'Atlantique à une certaine époque avant que Greenpeace ne fasse remarquer. Mais même si on regarde aujourd'hui, ça se limite aux déchets de haute activité, qui donc sont d'ailleurs les seuls déchets qui sont gérés qui seraient gérés par le projet CIGEO d'enfouissement. Mais quand on regarde les déchets de moyenne activité à vie longue, là on parle vie longue, c'est plus de 100 000 ans, c'est même souvent plus de plusieurs millions, voire milliards d'années. Faible activité à vie longue, pareil, et même les faibles et moyennes activités à vie courte. Alors vie courte, c'est quand même 300 ans. Enfin, c'est des produits qui ont une demi-vie de 31 ans. Mais demi-vie, il faut 10 demi-vies pour arriver à s'en débarrasser, donc c'est 3 siècles. Et donc, quand on regarde ça, effectivement, les déchets, c'est pas une piscine olympique, donc c'est pas 3500 mètres cubes, c'est 1,1 million. Si on considère qu'il faut, pour l'emballage, 5 fois ce volume pour entourer, eh bien, c'est 2 pyramides de Khéops en France. De déchets. Alors, plus ou moins dangereux, mais comment ces déchets pourront être gérés sur les siècles et les millénaires à venir, et les dizaines, les centaines de milliers d'années, là, il y a un vrai débat qui n'a jamais eu lieu en France, qui est complètement vague. Même CIGEO, par exemple, CIGEO a été calibré pour accueillir les déchets des centrales actuelles, de l'éventuel EPR de Flamanville, mais pas des nouveaux EPR. Donc, que va-t-on faire de ces nouveaux déchets et à quel coût? Donc là, il y a vraiment de zone, et moi, c'est peut-être ce que je regrette le plus sur le nucléaire, c'est qu'il y a vraiment une opacité dans les coûts, dans les risques, dans les quantités. On a des chiffres comme ça, mais qu'on apprend souvent a posteriori, des chiffres dont on voit qu'ils sont multipliés régulièrement par 5, 10, on l'a vu avec le père de Flamanville, et on le voit aussi avec le père actuel, on nous a annoncé des chiffres de 52 milliards, et on dit, ah non, ça va coûter plus cher, si GEO, ça va coûter plus cher, mais combien? Qui accepterait facilement ça? Donc là, il y a un gros problème. Si on veut, en tout cas, avoir une acceptabilité du nucléaire, il faudrait vraiment une clarté par rapport aux dangers potentiels qu'il y a, une vraie clarté à 100%. Et là, on en est loin. Oui. Comme les déchets, un truc, c'est que c'est un problème qui est lié à l'entrée nucléaire, pas à la sortie. Tous les pays qui ont eu au moment du nucléaire ont des déchets. Tous. Même l'Allemagne. C'est parce que l'Allemagne est sortie nucléaire qu'ils ont pas des déchets. Par exemple, peut-être un peu moins, mais les ordres de grandeur sont les mêmes. La problématique reste la même. Donc, la problématique des déchets est une problématique qui est liée à l'entrée nucléaire. Ensuite, juste une quantité. Si on double la quantité de nucléaire parce qu'on fait des EPR2, EPR3, bon, on multiplie par 40%, la longueur et le nombre de tuyaux, de tunnels pour le stockage profond. Voilà. Ensuite, je suis pas d'accord, il y a des débats. Pour stocker ces déchets existants, on va venir, il y a deux approches. La première, celle qui est retenue par tous les pays, c'est le stockage géologique. Pour les mêmes zones. Voilà. Donc, nous, c'est dans le fond argileux, 500 mètres. Les Suisses, les Finlandais, les Suédois, ils sont plutôt choisis dans le granit. Pour notre pays, je ne le connais pas. Et là, c'est déjà en construction. Je veux dire, les Suisses ont fait des travaux. Les Suédois, les Finlandais, je crois qu'ils ont fini leur tunnel de stockage. Voilà, c'est des choses qui sont matures, décidées par plusieurs institutions nucléaires différentes, et ça reste un consensus. L'autre approche qui est promue par les écologistes, par la position officielle de l'écologie de l'air, par exemple, c'est de stocker ça sous le tapis et attendre que les générations futures gèrent le problème. Alors techniquement, ça s'appelle le stockage en subsurface. On peut vérifier là-dessus, c'est officiellement. Il y a un certain Bernard Latronche qui très régulièrement parle de ça, donc il dit, vérifiez, peut-être faire du fact-checking, et il le dit, laissons le problème, stockons-le facilement accessible, pour que les générations futures, grâce à la technologie, trouvent la solution.
d'un point de vue éthique, c'est quand même pas terrible. Hein. Mais quoi qu'il en soit, c'est un problème qui existe, qui n'est pas lié. Si on continue le nucléaire, ça ne fait qu'augmenter le nombre pour le si on fait du stockage géologique, ça ne fait qu'augmenter le nombre de tunnels de stockage et la largeur de la profondeur. Et tout. Voilà, donc c'est un problème secondaire. Je rajoute également qu'il n'y a que les comparaisons qui vaillent. C'est-à-dire que jusqu'ici, par exemple, les pays qui ont sorti du nucléaire, je pense encore l'Allemagne, parce que c'est un excellent exemple, ils ont fait avec du charbon et du gaz. C'est-à-dire 800, quelque part entre 800 millions et 1 milliard de tonnes de CO2. Ils ont émis, alors juste pour la question, parce qu'ils ont sorti du nucléaire, ils auraient continué, ils auraient pu sortir du charbon, pas du gaz. Et à la limite, le nucléaire, c'est la seule énergie où on s'occupe, peut-être mal, hein, pas assez, mais en tout cas, on s'occupe des déchets. Hein, le CO2, personne ne s'en occupe. Et je ne parle pas des plastiques, des perturbateurs endocriniens, je veux dire, les saloperies qu'on laisse à nos enfants, il y a vachement, mais des quantités qui sont bien plus grandes que ça, et qui ne sont absolument pas gérées. Donc, encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas un problème, hein, mais relativement, c'est un peu une ingénierie. Voilà. Voilà, c'est peut-être un peu compliqué de mettre à 500 mètres de profondeur si j'ai c'est un peu une ingénierie. Et c'est un problème qui est quand même complètement géré par rapport à tous les problèmes, tous les déchets qu'on laisse à nos enfants qui sont absolument pas gérés et qui sont de vraies saloperies, le CO2, les plastiques, les perturbateurs endocriniens, tout ça. La liste est super longue. Juste, si Géo, c'est juste la catégorie Géo, tu oublies tous les autres qui sont bien en surface actuellement sur des hectares et qui augmentent. Donc il y a bien un problème aussi dans la gestion actuelle de l'embarras de gestion en surface. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais revenir du coup sur les filières énergie renouvelable, solaire et éolien. Donc là, on est sur la question de quels sont les hommes limites, les problèmes, les risques sociétaux. Alors, l'avantage d'avoir contre les énergies solaires et éoliennes, c'est d'être réparti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une zone, une centrale qui, si elle tombe, fait tomber l'énergie de toute la région. Si jamais il y a un accident à un endroit, l'éolienne, elle tombe dans le champ. J'espère que l'agriculteur ne sera pas dessous à ce moment-là. Mais en principe, pour qu'elle tombe, il en faut quand même quelque chose. Le panneau photovoltaïque, lui, pareil, il a un impact accidentel assez relativement neutre. Là où l'enjeu de sécurité des centrales nucléaires reste quand même quelque chose d'assez important, notamment dans les conflits armés. Donc là, je suis allé un tout petit peu chercher des références un peu récentes, mais il y a les Nations Unies qui ont condamné les combats intenses autour des installations nucléaires en Ukraine et en Russie. Et ils appellent à la plus grande vigilance pour éviter un incident nucléaire dont les conséquences pourraient être catastrophiques pour la région et pour le monde. En termes d'accidents, je voudrais juste rappeler un peu les conséquences de la catastrophe de Fukushima. Il y a une étude qui a été publiée par l'Institut national de radioprotection et de surveillance nucléaire, l'IRSN, qui avait estimé qu'un incident équivalent en France pourrait coûter 430 milliards d'euros en France. Je rappelle que les questions sur le budget en ce moment, c'est sur une économie de 60 milliards. Donc, je vous laisse imaginer le trou que ça ferait. Voilà, sachant que les catastrophes industrielles comme celui de l'AZF, c'était évalué à 2 milliards de conséquences. Justement, pour rebondir à la petite exemple, justement, de la mesure des risques, s'il arrivait un accident à Golfech, qui est à proximité de Toulouse, donc la zone de sécurité, c'est la zone en rose au centre, et la zone en orange, c'est la zone qui pourrait être contaminée s'il y avait un accident de l'ampleur de Fukushima, et en bleu, de l'accident de Tchernobyl. C'est-à-dire qu'on voit que s'il y avait un accident de l'ampleur de Fukushima avec des vents qui viendraient de l'Atlantique, eh bien Toulouse pourrait être évacuée et pourrait devenir une zone invivable. Et si c'était quelque chose de l'ampleur de Tchernobyl, ça serait le quart de la France qui serait impacté.
Il y a des études, notamment il y a un statisticien qui a calculé que compte tenu du nombre d'heures de fonctionnement des centrales, il fallait s'attendre à un accident en Europe, à peu près entre d'ici 2030 à 2040, de l'ampleur de ces accidents-là, avec une chance de que ce soit en France, vu l'importance du parc nucléaire français. Alors, ce sont des statistiques, mais est-ce qu'on est prêt à accepter ces risques, toujours en revenant à ce que je disais, de toute façon, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à sauver la planète et le climat. Mais est-ce qu'on a envie, en plus des risques climatiques, d'avoir à gérer ces risques-là et ces risques qui seront d'autant plus importants si justement il y a moins de moyens pour gérer la sécurité et s'il y a par exemple des inondations, sans parler de conflits militaires, où là on voit bien avec la Zaporizhzhia en Ukraine, on pourrait tout à fait avoir un nouveau Tchernobyl lié à un missile envoyé par Poutine sur une centrale. Et Poutine ne se prive pas de dire aussi qu'il pourrait viser la France. Petite précision aussi, on a comme référence Tchernobyl en disant c'est le pire des pires. Il y avait une étude qui avait montré que si, au moment des attentats du World Trade Center, un avion de ligne s'écrasait sur une piscine de refroidissement de la Hague, une centrale pour les déchets français, c'était pas Tchernobyl, c'était 70 Tchernobyl. Donc là, il y a aussi une ampleur de risque qui donne le vertige. C'est aussi grave d'une certaine manière, même si c'est un peu plus local, que le nucléaire. Voilà. Donc, là, on arrive à 1 heure, là. Oui, mais Je voudrais qu'on laisse 1 heure pour le débat avec la salle. on finit là, et ça c'est quand même important. Encore une fois, quand on prend des risques, il vaut mieux faire parler des scientifiques que les militants ou encore l'émotion, qui est encore le pire pour évaluer les risques. Il faut voir quand même qu'il y a même des milliers, des centaines de publications par an sur les radioactions, sur les radiations, sur Tchernobyl. Je vous invite à regarder par exemple le site PubMed. PubMed, c'est un site où il y a toutes les publications biomédicales. Vous mettez Tchernobyl en anglaise avec un CH. Vous regardez, vous verrez qu'il y a 5500 publications sur Tchernobyl. Il y en a environ 100 par an. Quelque chose de près. Il y a tout un processus scientifique de validation. Voilà, ces papiers, ces publications sont bien refusées, et puis il y a des analyses là-dessus, et après il y a des organismes scientifiques qui font des consensus, qui font des résumés, etc. etc. Donc c'est ça. Mais évidemment, comme il y a des gens qui sont, tu parlais du GIEC tout à l'heure, il y a des gens qui sont contre le GIEC, qui considèrent que voilà, il y a des gens qui sont contre également les conclusions de l'OMS sur les vaccins. Donc ça n'existera toujours. Non. Mais si on suppose que l'institution scientifique, le processus scientifique est valable, en tout cas, le meilleur moyen pour trouver de la connaissance valide, opératoire, en tout cas pour la politique, dans ce cas-là, il faut les regarder. Donc, que disent, par exemple, la synthèse de ces publications scientifiques dont je parle, à la centaine par an, pour Tchernobyl, il y en a plus encore plus pour Fukushima, c'est que, il y a eu 3 accidents majeurs. Freeman Island, 0 mort. Fukushima, 0 mort lié aux radiations. 0 mort lié aux radiations. 20 000 morts à cause de la vague du tsunami. Hein. Le tsunami, l'eau tue. Hein, les dégâts psychologiques, etc., considérables. Mais liés aux radiations, 0. C'est rhinocéros. Mais je les crois, mais allez lire les publications scientifiques. Il y a plusieurs centaines de publications scientifiques sur le sujet par an. On les regarde, vous regardez si vous connaissez un peu statistique, vous regardez les présupposés, la taille des cohortes, les méthodes statistiques, et vous faites le dessus. Et Tchernobyl, et je reviens. On revient pas. C'est le s'il vous plaît. Alors, les services qui sont dans le micro est circulé. Laisse-moi deux minutes. Donc, que dit, le dit l'ONCA, que dit donc. Mais attendez, laissez. Non mais jouez le jeu, quoi.
Jouez le jeu. Jouez le jeu. S'il vous plaît. Jouez le jeu. S'il vous plaît. Maintenant, c'est l'heure du débat avec la salle. Ouais, non, mais... Monsieur, vous aurez la possibilité de vous exprimer. Non, non, mais monsieur. Jouez le jeu. Le micro a circulé, monsieur. Donc maintenant, s'il vous plaît, c'est l'heure du débat avec la salle. C'est l'heure du débat avec la salle. Donc les personnes qui veulent parler doivent lever la main. Gérard, vous laissez terminer. Il n'a pas terminé. Attends, non, c'est Alors, c'est les personnes qui veulent parler, lèvent la main. Et ensuite, vous pouvez préciser à qui vous voulez poser votre question. Donc, vous pouvez poser une question à Rémi, à Frédéric, ou à Thierry, ou à tous les trois. Voilà. Je vous laisse la parole. voilà. Alors, je vais distribuer le micro. Je vais essayer de repérer l'ordre dans lequel les mains se lèvent. Je vous remercie par avance de votre compréhension. Donc, la numéro 1, c'est madame. Merci. J'ai une question à propos des inconvénients et avantages sur le solaire et l'éolien. Par rapport à l'emprise au sol, si jamais on est 100% dans le scénario les plus ambitieux, est-ce qu'il y a des problématiques par rapport à l'emprise au sol? Merci. Alors, j'ai là ma valise de chiffres, donc voilà, c'est soumis à vérification a posteriori. Ce qui est sûr, c'est que l'éolien a un meilleur rapport de production d'énergie par rapport à l'emprise au sol que le solaire. Ce qui est sûr, c'est que en termes de surface, faire une France qui a 100% de consommation d'énergie renouvelable, c'est possible. Il me semble que ce que j'avais en tête, c'était 2% de la surface en énergie solaire. Et l'éolien, c'est encore anecdotique. Donc, en fait, toute la question, c'est que une énergie a forcément un impact. Et donc, chaque territoire, le challenge, c'est d'arriver à y sortir de l'énergie en ayant le minimum d'impact. Et l'avantage du solaire et de l'éolien, justement, c'est que c'est des choses qui sont en gros à échelle humaine. On peut se mettre autour et décider ensemble. C'est un peu l'approche qu'on a avec la coopérative Enercop, où on fait des projets en concertation, en co-construction avec les élus, avec les habitants des territoires. Et si une zone qui nous apparaissait favorable techniquement, on nous apporte des contraintes, c'est des zones qu'on abandonne. Et on a aussi un système étatique assez fort aujourd'hui avec les DDT, les directions des territoires, pour lequel, avant de mettre des installations d'énergie renouvelable, il faut envoyer un dossier instructeur qui va être étudié par des experts, chacune de leur catégorie, des experts de la biodiversité, des experts de différentes choses. Désolé, j'ai pas trop d'exemples dans la liste. On va mesurer les impacts et c'est les projets les moins impactants qui sont validés. J'espère avoir répondu. Une question potentiellement pour l'un ou l'autre des trois intervenants. On a évoqué uniquement les sources d'énergie disponibles aujourd'hui, en quantité largement insuffisante, mais dans les technologies futuristes dont on parle, je pense que les centrales en orbite, effectivement, on peut les éliminer pour un certain nombre de raisons, en tout cas à l'échéance 2050. Par contre, la fusion contrôlée, je suis surpris qu'il n'y ait pas de scénario qui, à échéance 2050, commence à pouvoir l'exploiter. Alors, fusion, ça reste expérimental. Il y a plein de choses expérimentales. Globalement, il y a quelques années, on nous disait la fusion pas avant des résultats expérimentaux avant 2100 et pas des résultats industriels avant 2300. Et puis brusquement, les calendriers, comme il y a eu cette perspective 2050, brusquement tout le monde a dit on peut faire beaucoup plus vite. Donc, mais de toute façon, il faudrait diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Donc dans les 10 années qui viennent, il faut les diviser par 2.
et dans les 25 ans qui viennent, arriver à zéro carbone fossile. En 25 ans, on n'a pas de production de fusion. Et même pour le nucléaire, ça pose problème. On regarde les scénarios RTE. Alors, RTE donne sur 14, si je me souviens bien, 14 EPR. On ne construira pas 14, c'est sûr. On aura du mal à construire 6 EPR. Donc là aussi, on va avoir des grosses difficultés. Et je ne parle pas du thorium ou d'autres choses, mais tout ça, c'est expérimental. Même l'EPR, les plans de l'EPR2 ne sont pas finis. Donc, on nous annonce 6 EPR2 en 2050. Les plans sont encore à l'étude. Enfin, ils sont avancés, bien sûr, mais c'est pas quelque chose qui... l'EPR2 est significativement différent de l'EPR1, qui a lui-même du mal à marcher, comme on le voit avec la Flamanville. Donc, fusion, pas pour 2050 en tout cas. Oui, je partage la fusion qui a des problèmes très techniques et très durs. Par contre, on parle du nucléaire entre-temps. Il y a quand même beaucoup de pays qui vont ou reviennent sur le nucléaire. Hein. On a la Belgique, la Suisse, il y a 14 pays en Europe qui sont pour le nucléaire. Bon, il y a une relance du nucléaire, il y a un basculement complet de l'opinion vis-à-vis du nucléaire. Et entre le nucléaire classique, effectivement, il y a des limites liées au plutonnium, à l'uranium, et le potentiel surgénération, fusion, il y a la surgénération. Les surgénérations, qui a été arrêté avec Superphénix, c'est des choses qui marchent. Hein. Il y a 2 réacteurs russes, les BM800, qui tournent depuis des années. Puis par du thorium, les Chinois ont mis en production il y a quelques mois un réacteur à surgénération au thorium, avec technologie Velvet, à l'île et à Lich, je crois. De toute façon, les Chinois, il y a toutes les technologies de surgénération sont étudiées par les Chinois. Vous avez vu, il y a quelques semaines, ils ont commandé 11 centrales nucléaires, ils ont 50 en construction, ils prévoient d'en construire 150 dans les 20 prochaines années. Voilà, le nucléaire est là, et la plupart des pays ont choisi cette direction-là, et la plupart, et une bonne partie, en tout cas les plus avancés, vont vers la surgénération, parce que, effectivement, c'est la technologie qui permettra d'avoir, de manière infinie, mais en tout cas assez longuement, une quantité d'énergie disponible sans trop de contraintes d'approvisionnement géologique. Si je peux me permettre la surgénération, il y a un gros débat. C'est un problème, on le voit dans la BD de Jean-Marc Jancovici, qui prétend que c'est quelque chose qui marche. Alors, effectivement, il y a des réacteurs qui, avec son partition au sodium en Russie, ce ne sont pas des vrais surgénérateurs. Il n'y a pas de vrais surgénérateurs qui marchent aujourd'hui, donc ce n'est pas une technologie efficace. Et quand on regarde, il y a 4 pays qui ont essayé la surgénération. On parle de Superphénix, il y en a qui disent c'est parce que les écolos ont bloqué. Les Américains ont fait un programme de 1972 à 1983, et ils l'ont arrêté en 1983. Et qui est-ce qui l'a arrêté? C'est le président Carter, qui était ingénieur en énergie atomique. Les Allemands ont fait de 1974 à 91. Ils ont arrêté parce que ça coûtait trop cher et il y avait des risques d'accident. La France, Superphénix. Le Japon a fait un projet de 1985 à 2018 et ils ont arrêté ce qui fait des accidents et des erreurs de conception. Donc il y a 4 pays qui ont renoncé. Alors bien sûr, maintenant, tout le monde est pris à la gorge à dire « Ah, il faut qu'on arrive à zéro carbone fossile, donc il faut qu'on prenne n'importe quelle solution. Donc le nucléaire, c'est une solution, on le prend. » Ma question, c'est que de toute façon, on ne va pas arriver à remplacer toute cette énergie. Donc, est-ce que le nucléaire vaut le risque, sachant que c'est 2% de l'énergie mondiale, qu'il faut remplacer 80% de l'énergie mondiale, et qu'on ne peut pas, si on voulait remplacer, par exemple, d'ici 2050, les fossiles par du nucléaire, il faudrait construire au moins 10 000 nouveaux réacteurs. Rien qu'en France. Quand on regarde en France, qu'est-ce qui se passe? En France, alors déjà, souvent, on oublie de dire qu'il y a 80% des réacteurs français qui vont être obsolètes en 2050. C'est-à-dire 80% de la production énergétique française va s'arrêter parce que les réacteurs auront plus de 60 ans, si jamais qu'ils puissent durer jusqu'à 60 ans. Et même si on construit des nouveaux EPR, on ne construira pas plus de 6 actuellement, et ça veut dire que la production de nucléaire en 2050 dans la production d'énergie de la France sera de l'ordre de 7% à 10%. Si on le réduit beaucoup selon le scénario RTE, on arrivera peut-être à du nucléaire représentant 10 à 15%, mais on construit. À quel prix? Avec quel risque? Est-ce que ces risques valent le coup, sachant que les coûts, comme l'a dit Rémi, les coûts de production de l'éolien et du solaire sont bien plus faibles
eh bien, on a risqué. Donc, est-ce que ça vaut le coup de courir tous ces risques pour des qui sont mortels quand même? Et là, je m'inscris en faux. Quand on dit que Tchernobyl a fait 30 morts, c'est ça? Bien non, Tchernobyl, il y a eu 600 000 liquidateurs et quelque part, je trouve ça des liquidateurs qui sont morts de cancer pour une bonne partie. Et même la Russie et le gouvernement américain du temps de l'URSS, donc peu après Tchernobyl, ont reconnu de l'ordre de 30 à 35 000 morts. Alors, lié notamment à ces 600 000 liquidateurs qui ont été envoyés, qui sont morts d'un cancer en quelques années. Donc, bien sûr, les morts physiques, c'est comme par exemple Fukushima. Fukushima, on dit 0 mort. Le directeur de la centrale de Fukushima, qui contrairement à ce qu'a dit Telco Aviv fuyé, lui est resté, il est mort d'un cancer de l'estomac. Mais les officiels ont dit, ah ben non, il est mort trop tôt, ça ne peut pas être lié à Fukushima. Excusez-moi, j'en suis à 10 personnes qui vont demander la parole. Si vous pouviez faire des réponses un peu plus courtes, ça serait bien. Merci beaucoup. Effectivement, c'est une remarque très petite sur Thierry quand tu parles d'une controverse par rapport aux 3 morts de Fukushima. Effectivement, là, tu dis une controverse. Quand tu dis que le GIEC aussi controversé, il ne faudrait pas mettre le même niveau de controverse quand on parle du GIEC et quand on parle des 3 morts de Fukushima. C'est quelque chose de différent. On a un consensus scientifique et l'autre, c'est des publications scientifiques, certes, mais ce ne sera pas les seules. Donc là, il y a encore une controverse. Si ça dit que le GIEC et la Mesquiti étaient controversés, donc je dis juste de faire attention, ça c'est bon. Non, la question que je pose, c'est un risque dont on n'a pas trop parlé. Le risque étatique, étatique ou économique et étatique, parce qu'on se retrouve là avec déjà 60 milliards d'économies à faire. On sait que le réchauffement climatique, on est tous d'accord sur le début, va coûter extrêmement cher à l'État. Et donc, il va falloir en gros un État puissant pour développer les énergies qu'on présente ici. Donc ça, c'est un risque. Et ma question ici, c'est est-ce que le risque est différencié suivant les scénarios? C'est-à-dire, on voit si un État faible, mais qui va quand même énormément investir, plus de chances de faire marcher le nucléaire ou les renouvelables, ou est-ce qu'ils vont s'arrêter? Je reviens là-dessus. Il y a une démarche scientifique, des applications scientifiques, soit on les croit, soit on les croit pas. Ouais. Donc là, je dis les scientifiques. Non, soit il y a un consensus dans toute la communauté scientifique, soit il n'y en a pas. Le GIEC a un consensus dans la communauté. L'UNSCAR représente le consensus, il est fait pour ça, il a le même processus de production. Et tu vois, l'UNSCAR, l'OMS, le CICR, les académies de sciences, etc., ont tous le même avis sur l'impact du il y a aussi, par exemple, il y a eu pour la taxonomie européenne, vous savez, il y a eu un gros débat là-dessus, il y a eu 3 centres de recherche européens financés avec tous les Européens là-dessus. Donc, je cite ce qu'a écrit le Joint Research Center de l'Union européenne. Okay, ils disent, écoutez bien, il n'y a aucune preuve scientifique que l'énergie nucléaire est plus nuisible à la santé humaine ou à l'environnement que d'autres technologies de production existaient déjà incluses à l'axonomie de l'UE, en tant qu'activité contribuant à atténuer le changement climatique. Je répète, il n'y a aucune preuve scientifique. C'est ce truc-là, et ça, c'était dans le Joint Research Center. La même chose a été confirmée par le Scientific Committee on Health, Environment and Energy Risk de l'Union européenne. C'est une complexe, etc. Donc, voilà. Donc, il y a un certain concept. Je veux dire, il y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus. On ne veut pas dire qu'il y a une grosse différence entre qu'il y ait des chercheurs qui font faire. Et je finis un point. Pour le Shift Project, et là, j'en suis sûr, c'est pas, il faut tout. Je répète, le scénario de base, les hypothèses de base du projet, c'est 50% énergie renouvelable. C'est absolument considérable l'effort qu'il faut faire. Photovoltaïque, éolien, etc. Il y a tout. La différence, c'est qu'au vu l'impact qu'il y aura si on ne réduit pas les émissions de CO2, si on ne sort pas des énergies fossiles au plus vite, on n'a pas la liberté, on ne peut pas prendre le luxe de supprimer d'une énergie qui est quand même très décarbonée, qui est pilotable, et relativement souveraine, là-dessus, il y a pas mal de qualité. Et quoi que l'on dise, pas trop cher, en tout cas, d'aller totalement comparable que le RTE à un système énergétique et sans. D'ailleurs, encore une fois, c'est RTE qui Thierry, on va passer une autre question là, ça. Juste peut-être,
Mais non, mais la question n'a pas été répondue sur les salles. Une question de la salle. Non. C'est une question de la salle sur les États forts ou pas. Là, c'était juste un point sur la photographe. Il n'y a pas d'autres questions, Frédéric. Ok. Mais oui, mais la question n'a pas été, il n'y a pas eu de réponse à la question, c'est pour ça. D'accord, mais. Non, et une réponse à la remarque, c'est pas la question. Il y a eu la salle et la parole. Moi, il va peut-être de préciser, je ne parle pas non plus, il y a aussi question de prix de coût en euros. Est-ce que si on met le budget pour construire une fameuse site de PR, si on le mettait par exemple pour remplir nos maisons de panneaux photovoltaïques, quel serait le rapport de l'énergie produite, et sachant qu'il y a le temps de construction de ces EPR et peut-être la mise en place plus rapide de la maison photovoltaïque. C'est une excellente question de comment est-ce qu'on flèche les investissements. Moi, l'analyse première que je fais, c'est que en fait, la force du solaire et de l'éolien, c'est justement que ce sont des énergies qui sont réparties. C'est-à-dire que si un chantier de l'EPR prend du retard, c'est 500 mégawatts qui vont prendre du retard. Sur l'ensemble des projets sur le territoire français, ils ne vont pas tous prendre du retard de la même manière. Donc, le fait que ça soit plein de petits projets, ça permet en fait d'avancer quoi qu'il arrive. C'est pour ça que cette question de l'investissement et la question énergétique, elle est évidemment politique. C'est-à-dire que on est sur un territoire, on consomme de l'énergie, on la produit. Comment est-ce qu'on décide de cet investissement? Et la question des coûts du nucléaire qui avait été avancé tout à l'heure, qui sont très opaques, les questions du démantèlement qui sont pas encore réglées, c'est les questions qu'on a un peu moins sur les énergies renouvelables, où le recyclage des panneaux et le démantèlement, on va dire, est beaucoup plus simple parce que ce sont des plus petites installations. Après, sur le fléchage, j'ai pas les chiffres économiques en tête. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec X milliards dans les énergies renouvelables? Mais si Frédéric est dans la course de place, voilà. Bon, il y a eu une étude qui a été faite sur les 52 milliards qui sont prévus pour les sites EPR, qui vont sans doute coûter plus cher. Et donc, alors à deux échéances, 2035. Alors aussi 2035, au mieux on a deux EPR. Alors qu'il faudrait réduire par deux les émissions de gaz à effet de serre. Et on n'est même pas sûr, peut-être qu'en 2050, aucun des EPR ne fonctionnera. Personne n'est prêt, enfin, je ne sais pas si Thierry est prêt à engager sa fortune personnelle pour garantir que les 6 EPR sont construits en 2050, mais moi je ne prendrai pas ce risque. Donc peut-être qu'il y aura 0 EPR. En tout cas, même s'ils sont là, globalement, il y a 2 fois plus d'économies de CO2 si on met ces 52 milliards sur l'éolien et le solaire que sur le nucléaire. Au moins 2 fois. Si tant est que les coûts, du solaire et de l'éolien ont tendance à baisser, alors que les coûts, les 52 milliards, on nous annonce déjà que ça sera peut-être plutôt 62 milliards. Donc, il n'y a pas photo, ça serait 2 ou 3 fois, on économiserait 2 ou 3 fois plus de carbone, on éviterait les émissions de 2 ou 3 fois plus de CO2 si on le misait sur l'éolien et le solaire que sur le nucléaire. Et a fortiori à 2035, puisque 2035, qui est quand même où il faut arriver à réduire, à diviser par 2 le nucléaire, le nouveau nucléaire dans le Autre question de la salle. Oui, alors tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre présentation parce qu'il y avait plein d'informations techniques qui permettent de consolider ce que je pensais déjà. Donc, merci pour cette présentation. Alors ensuite, je voulais dire aussi une petite chose sur les déchets nucléaires. Il y a un problème éthique pour moi, c'est qu'on laisse des déchets pour nos enfants, pour les générations futures, et rien pour cette question d'éthique. Moi, je ne veux pas de ces déchets nucléaires. Alors maintenant, je vais évoquer la question que je voulais poser, c'est qu'est-ce que vous pensez sur les mesures d'obligation que les États vont mettre en œuvre dans les années à venir
pour limiter la production de CO2, pour encourager la production d'électricité renouvelable, d'énergie renouvelable. Je prendrai comme exemple que bon, l'électricité en ville dans Toulouse, il y a des endroits où la lumière reste allumée toutes les nuits alors que personne n'y va. Mais l'autre exemple plus important, c'est que j'avais entendu dire il y a bien 2 ans, qu'il y aurait une mesure pour obliger les parkings de supermarchés de les couvrir de panneaux photovoltaïques, ou bien les grosses entreprises de Toulouse, comme Airbus et compagnie, qui ont d'énormes parkings, de les obliger à mettre des panneaux solaires sur la parking. Donc, je voudrais savoir ce que vous pensez sur ce type de mesures d'obligation que les gouvernements français ou autres vont pouvoir mettre en place. Est-ce que vous croyez qu'il va y avoir une efficacité sur ces points? J'aime bien le point sur l'éthique et c'était sur ce point-là que j'ai posé un peu l'alternative. Moi, il me semble plus éthique, on a la solution technique pour résoudre pour une grande partie en tout cas des problèmes des déchets nucléaires, c'est-à-dire les mettre dans des trous. Ça me semble plus éthique que la solution qui est proposée par Bernard Laponche, les écologistes, de les mettre en subsurface et d'attendre de futurs progrès techniques. Et c'est ça aux générations. Voilà, d'un point de vue éthique. Franchement, ça fait tout c'est moins éthique de gérer le problème quand on le peut. Et voilà, d'une part. D'autre part, donc je rappelle encore une fois, de la Policy Project, il s'agit d'avoir tout. Il faut mettre des panneaux solaires sur les maisons, partout où on peut, il faut mettre les éoliennes, il faut mettre partout. C'est pas un choix, tu dirais. Et les scénarios de correction, ça veut pas les mêmes. Il y a nos corrections. L'effort à faire est absolument considérable. Et on s'en fout du pognon, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on a fait faire des économies pour sauver la planète? Bon, ça se discute. Sur le prix, tout de même, je renvoie quand même au rapport de RTE qui dit qu'un système énergétique avec le nucléaire est moins cher que ce nucléaire à cause de l'aspect systémique du stockage. C'est bien beau d'avoir de l'énergie quand il fait du soleil et quand il y a du vent, mais il faut prévoir des périodes anticycloniques hivernales qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines, avec pas de vent et pas de soleil. Et c'est pour ce problème-là que nos copains allemands construisent des dizaines et des dizaines de centrales au gaz, étant des centrales au charbon, et ainsi de suite. C'est pas, ils sont pas bons, quoi. Ils le font parce qu'il n'y a pas de solution magique pour stocker l'énergie, notamment pour stocker l'électricité intersaisonnière. Donc, il faut un mix de tout, il faut brûler de toutes les solutions qu'on a. On a une urgence devant nous pour décarboner. On a une urgence, il faut à la fois il faut de la sobriété, il faut l'efficacité énergétique, il faut toutes les filières et Autre question de la salle, s'il vous plaît. Bonjour, merci. Je vais vérifier un petit peu. Je trouve qu'on ne fait pas trop de scénarios, mais plutôt de cibles. Je m'explique. Pour moi, la cible, c'est qu'est-ce qu'on va avoir en 2050? Est-ce qu'on aura des éoliennes? Est-ce qu'on aura des panneaux photovoltaïques ou toute autre solution? On a commencé à aborder un peu le scénario avec des détecteurs de mensonges. On a commencé à aborder le scénario en disant est-ce qu'on aura les ressources financières pour? Mais tout ça, moi, ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le concret. On a eu au sein du GREP, dans la commission prospective, une présentation par Olivier Vidal, qui est chercheur au CNRS de Grenoble, et le thème, c'était énergie versus matière première, la transition est-elle réellement possible? Et en fait, les problèmes posés, c'est pour construire ces éoliennes ou ces centrales nucléaires ou panneaux photovoltaïques, est-ce qu'on aura ces matières premières? Et la réponse, c'était non. Par exemple, le cuivre, dans 4, 5 ans, 6 ans, il n'y en aura plus. Or, quand on parle, tout ce que vous nous présentez aujourd'hui repose sur l'électrification. Donc, on a besoin de cuivre. Alors, la réponse n'était pas aussi belle que je viens de le dire. On n'aura pas assez de cuivre, sauf si on récupère 70% du cuivre existant. C'était valable pour le cuivre, mais c'est valable aussi pour l'acier, c'est valable après pour le ciment, pour tout un tas de choses. Donc, aujourd'hui, moi, dans tout ce que j'entends ici, comme ailleurs, j'entends toujours, c'est possible, si on met des éoliennes, on peut les mettre en mer, c'est encore plus simple, c'est possible, si on n'est pas de photovoltaïque, c'est possible. Mais est-ce qu'on aura les matières premières pour? Est-ce que vous avez travaillé sur ce sujet? Parce que pour moi, la réponse aujourd'hui est non. Alors, je ne suis pas un expert des capacités minières à l'échelle mondiale.
Mais ce qui est en tout cas en place aujourd'hui dans la filière solaire, c'est une obligation de récupération des panneaux et de recyclage par un institut qui s'appelle Soren. Et aujourd'hui, les modules, ils sont recyclés à 94%. Alors le silicium, en fait, on le sépare du verre avec une lame très très fine, un genre de fil à beurre. Et ensuite, par broyat, on récupère le silicium. Alors, c'est pas forcément du silicium qui sera réutilisé pour faire des panneaux photovoltaïques, puisqu'il n'aura pas la pureté supplémentaire, mais il pourra faire d'autres usages. Ensuite, sur la technologie éolienne, bon, bah, le mât de l'éolienne, c'est de l'acier. L'acier, ça se recycle très bien. Je crois que sur une éolienne, en termes de matière, c'est 96% qui est recyclé. Ce qui est le plus compliqué, c'est les pales qui sont du coup courbées pour bien prendre le vent, qui sont souvent en fibre de carbone, qui est un peu plus compliqué à recycler. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est des questions qui dépassent du coup l'enjeu énergétique, hein, c'est l'enjeu des matières premières. On essaye justement de verdir au plus les énergies vertes pour réduire leur impact, mais après, il faut aussi se poser la question de tous les autres usages qu'on a au quotidien, notamment nos téléphones, dans lesquels il y a des minerais qui sont pas forcément communs. Et à ce jour, il n'y a pas d'obligation de recyclage de nos téléphones. Donc, encore une fois, c'est une question éminemment politique sur laquelle on a besoin de signaux forts qui entraînent des actions concrètes. Et je reviens sur la question de Madame tout à l'heure par rapport à qu'est-ce qu'on prend comme mesure pour accélérer les choses. Alors, la solarisation des parkings, des supermarchés, tout ça, ça y est, c'est en place. Ça s'appelle la loi ZFR. Après, ça pose aussi la question de est-ce que on veut que ça soit Casino qui soit propriétaire de notre énergie? Faire de l'énergie à un autre endroit, c'est l'énergie qui est possédée par d'autres gens. Nous, aujourd'hui, une ERCOP Midi-Pyrénées, on a réussi à faire 23 centrales solaires qui correspondent à 6 mégawatts. C'est des petites centrales, elles font la taille d'un terrain de foot, c'est pas aidant, mais ça nous permet d'être copropriétaires au sein de la coopérative, 4000 personnes qui sont réparties sur le territoire de Midi-Pyrénées, 4000 sociétaires qui sont propriétaires de ces installations d'énergie renouvelable. Moi, ça me semble être un futur un peu plus désirable que d'avoir Auchan ou Casino qui possèdent toute l'énergie qu'on consomme. J'ai dit. Autre question? Alors, là, c'est moi qui ai posé une question. De mémoire, la 5e personne, la parole était dans cette zone, je ne sais plus qui. Sinon, je passe la parole à la 8e personne, qui est monsieur. J'ai perdu dans la moitié de ce immobilier. J'ai pas l'habitude de parler à midi, comme vous avez pu le constater. Oui, par rapport à. Moi, je crois que le nucléaire, parce que, excusez-moi, je fais une fixette sur le nucléaire, définitivement. Ouais, il y a un problème démocratique. Hein. Le nucléaire, pour moi, c'est De Gaulle qui décide avec une dizaine d'ingénieurs, n'est-ce pas, dans les années 60 ou 50. Ça devrait être le nucléaire, pour avoir du nucléaire, tout ça. Bon, déjà, on vient à l'autre bout du spectre, aujourd'hui, 2024, M. Macron, il y a un machin qui s'appelle le Conseil national du débat public, il me semble, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, donc ça a eu lieu, ils ont discuté des EPR, etc. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà, en plus, il n'y a pas de. C'est surtout pour dire qu'il ne faut pas compter sur le nucléaire. M. Durand, très bien, et votre motion aussi, vous avez fait impeccable, je ne vois pas de souci. Non, mais ce que je veux dire, c'est un problème démocratique. Alors là, on prend un sondage pourquoi la moitié. D'ailleurs, c'est la moitié, il y avait 51% pour le nucléaire. Je ne sais pas d'où ça sort, ce sondage, il faudra m'expliquer. Tout d'un coup, ensuite, il y a le Conseil national du débat public qui commence à se réunir, et ensuite, on décide qu'il va y avoir des EPR. Bon, après, on nous parle aussi du coût, parce que là, il y a les gestionnaires, on est dans un monde ultralibéral, il y a le problème du démantèlement des réacteurs nucléaires. Mais c'est la peau des fesses, ce truc.
Une dernière chose, c'est l'indépendance nationale de ce symbole. Et d'où il venait du radium. D'où il venait du radium. Rien du coup, vous avez tout le reste. L'indépendance nationale, réfléchissez. Merci. Pendant la transition, en effet, les énergies renouvelables solaires et éoliennes, vu que c'est des investissements qui sont plus petits, bah, c'est des choses sur lesquelles on peut se mettre autour de la table entre citoyens. Il y a des collectifs citoyens qui sont constitués partout en France. Il y a notamment Midi-Quercy dans le Tarn-et-Garonne, il y a Citoyen UNR à Toulouse, où en fait, par la structure coopérative, chacun achète une part sociale à 50, 100 euros, et ça permet de mettre un pot commun, et ce pot commun, ça permet d'investir dans des installations entre eux. Ils ont un projet sur une école de Colomiers, et donc, du coup, ça permet d'avoir un choix démocratique via la structure coopérative autour de la production d'énergie. Juste pour préciser, monsieur a parlé de la Commission nationale sur le débat public. Effectivement, il y a eu une consultation qui a duré 4 mois, entre fin 2002, début 2022, fin 2022 et début 2023. Mais en fait, les décisions qui ont été prises étaient déjà prises. Donc, c'était même pas, il n'y a même pas eu la reconnaissance qu'ont eu les autres conventions, comme les conventions sur le climat et sur la famille. C'était complètement ignoré, disons. Voilà, c'est pas possible. Et c'est une des raisons qui a fait qu'on a organisé ce débat, parce qu'on pensait que c'était important qu'il y ait un débat sur ces questions d'énergie, parce que c'est des questions qui sont vraiment importantes pour l'avenir de notre société. La question démocratique est importante. Et je devais revenir. Donc, je suis adhérent de Citoyen entre autres, voilà. Donc, je suis favorable. Mais il faut se rendre compte que quand il n'y a pas de vent, l'électron que vous avez consommé, il vient de Goldfish. Et l'INACOP a signé la reine, donc vous avez de l'énergie nucléaire comme tout le monde. Et comme tout le monde, ça veut dire que quand il n'y a pas de vent, de toute façon, on est sur une grille électrique européenne, et c'est tout le système électrique européen qui est en contribution pour produire. Je reviens sur les Allemands, quand il n'y a pas de vent, c'est les centrales au charbon, les centrales au gaz, et on a vu le cours, c'est massif. Voilà. Par exemple, s'il y a donc la question n'est pas, on peut décider démocratiquement, on le fait. Et ça c'est quoi le problème majeur des énergies dites l'intermittence, c'est qu'on a une société où on a besoin d'électricité quand on veut, et non pas uniquement qu'il y a du vent et du soleil. Ça peut changer, hein, mais pour moi, c'est comme ça. Autre question. Et juste un dernier point sur la démocratie, il y a plein de pays qui sont démocratiques qui sont pro-nucléaire, la Finlande, la Suède, la Grande-Bretagne, etc. Il n'y a aucun problème. Il y a un parti vert qui est pro-nucléaire en Finlande. Et il faut avoir par contre que tous les panneaux solaires et toutes les turbines éoliennes offshore viennent d'un pays qui est non démocratique, qui est la Chine. Parce qu'il faut un pays forcément peut-être non démocratique pour produire du silicium polytéréphosphate, pour produire, pour aller chercher du néodyme dans des trucs, c'est une vraie saloperie. Donc, c'est pas tout vert, quoi, les énergies vertes. Oui, on est d'accord, mais il y a moins de vent sur les mines d'uranium, c'est beaucoup moins radioactif, par exemple, que les mines de néodyme, qui sont également liées à l'uranium radioactif. Par exemple, les bitcoins. Bon, autre question de la salle. Question de la salle. Oui, je dois apporter une petite précision sur la question des déchets et deux questions relativement algorithmiques pour recadrer un peu le débat énergétique. Sur les déchets, j'ai vu une diapo qui était inspirée par des chiffres de l'ANDRA. Il y a quelque chose qui n'est jamais précisé par l'ANDRA, c'est que la définition des déchets en France n'est pas la même que celle qui est retenue aux États-Unis ou en Finlande, par exemple. En France, enfin, du moins aux États-Unis, tout ce qui sort du cœur du réacteur est considéré comme un déchet. En France, il y a uniquement 3 à 4% de ce qui sort du cœur du réacteur qui est considéré comme un déchet. Bon, il y a d'autres déchets, mais simplement parce que sous prétexte de retraitement, on considère que l'uranium appauvri et le plutonium sont des matières valorisables. Alors,
Financièrement, elles sont étiquetées à 0 en valeur comptable, mais c'est quand même sorti de la définition des déchets. Donc en fait, ce qu'il y a comme déchets, à supposer que ce soit le seul problème produit par le nucléaire, est bien plus consistant et bien plus important en masse, en volume et en quantité de radioactivité que ce qui est donné comme chiffre par l'endroit. Ça, c'est une de nos spécificités françaises. Ensuite, il y a deux questions auxquelles les éléments qui ont été donnés tout à l'heure ne permettent pas de répondre. Pourquoi est-ce que, alors que dans les années 70, on nous avait promis en France 200 réacteurs nucléaires, dont 50 sur générateurs, on est resté à plafonner en dessous de 60? Et ensuite, pourquoi est-ce que la France a, malgré tout un tas d'effets d'annonce, vendu si peu de réacteurs au cours de son histoire? Ça, c'est des réponses, des questions auxquelles on ne peut répondre que si on intègre que le nucléaire n'est pas un problème énergétique, mais un problème d'influence géostratégique et accessoirement, c'est une façon de parler, de santé publique. La question démocratique se pose aussi sur la possibilité d'avoir accès à des véritables informations sur la question des effets de la radioactivité, qui sont loin d'ailleurs de se limiter à des cancers, il y a tout un tas de pathologies, comme d'ailleurs l'évolution électromagnétique de l'Internet mobile et de la téléphonie. C'était une analyse. Donc, il me semble que quand on veut parler d'un mix énergétique, on ne peut pas mettre le nucléaire, qui est une technologie fondamentalement duale, et que les États essayent de relancer, de faire semblant de relancer depuis des années, comme on le sait, pour des raisons essentiellement militaires et d'influence. On ne peut pas la mettre sur le même plan que les autres sources d'énergie. Oui, justement, ça va revenir aussi sur la question des ressources, puisque un des gros problèmes, c'est les ressources en uranium. En uranium, selon l'AIEA, qui est donc l'Agence des Nations Unies sur l'énergie atomique, qui fait référence, on a au niveau de production actuel, qui est de 2,3% de l'énergie mondiale, pour 70 à 100 ans de réserve d'uranium. Si, comme l'a demandé la France dans une des dernières réunions du GIEC, on triple la production de nucléaire dans le monde, ça veut dire qu'on divise par 3 ce stock donc, et qu'on se retrouve avec de l'ordre de 20 à 30 ans de réserve d'uranium, et puis après, on n'a plus, il faut fermer toutes les centrales. Si on devait, là, non plus multiplier par 3, mais multiplier par 10 ou voire 15 le nombre de centrales pour remplacer les fossiles, là, il n'y aurait plus d'énergie que pour quelques années, et ça serait fini. Donc, l'uranium, c'est rarement évoqué, mais la finitude des réserves d'uranium, c'est l'énergie de stock. 70 à 100 ans pour même pas 2,5% de l'énergie mondiale. Et ça, c'est une énorme limite. Donc, promouvoir aujourd'hui en disant on va tripler, ça veut dire qu'on condamne de toute façon, d'ici 30 ans, il n'y en a plus à faire toutes les centrales. Il faudra les démanteler et tout. Il y aura encore plus de déchets, il y aura encore plus de coûts. Et comment on fera, et comment on produira l'énergie? Parce qu'il n'y aura plus d'uranium. Donc là aussi, il y a un pari très très grave qui met la France, mais le monde, dans une perspective de pénurie d'uranium, donc de pénurie d'énergie électrique tirée d'uranium, dans 25 ou 30 ans. C'est sur les chiffres de l'AIEA. Donc, voilà, mais ça, c'est effectivement rarement dit par les promoteurs du nucléaire. Donc, il faut en tenir compte. Autre question? Autre question? Non. Ensuite, le micro de Gérard. On n'a plus d'énergie. Alors, merci. Bon, merci en effet des voix d'avoir organisé ce débat. Je trouve que ça manque également, donc c'est sympa. Alors, une question plutôt pour Thierry. En écoutant jusque-là, j'ai l'impression, moi, que c'est un petit peu comme si on avait un débat sur les couteaux et les fourchettes. J'entends par là que, pour moi, les couteaux et les fourchettes, c'est des outils, c'est des moyens qui ont une utilité, un objectif, et des fois, avec un objectif, un projet bien précis,
on va avoir le couteau qui répond bien à ça, et des fois, ça va être plutôt la fourchette. Et là, on en parler d'eux, mais on n'a pas parlé du projet de société qui nous inspire et qu'on veut atteindre en fait. Donc c'était peut-être prévu au départ, j'avais vu qu'il y avait l'utilité sociale, etc. Bon, donc allons-y du coup, et j'ai mon sentiment du coup en fait du temps, et que en effet avec un projet de société globalement, en résumant un statu quo au prorata de la décarbonation, le nucléaire ferait en effet bien l'affaire de voir en effet le très peu d'émissions de gaz à effet de serre, les avantages que tu as cités Thierry, mais quid évidemment donc des enjeux du rapport au vivant, de la biodiversité, de la démocratie, et on est beaucoup aujourd'hui, j'imagine dans la salle également, à revendiquer un autre modèle de société. Donc ma question, est-ce que le nucléaire est compatible à une société, moi que j'appelle de la décroissance prospère, mais on pourrait y donner un autre nom, plus sobre, avec un autre rapport au vivant. Donc, est-ce que c'est compatible? Parce qu'à mon sens, non, de par le fait que ce soit une solution hautement technologique, donc très centralisée, on en a un petit peu parlé, et avec un rapport au vivant qui me paraît relativement encore de domination. Avec juste un exemple, et je te laisse la parole. Quand je lis dans la BD de Jean Covici que eh bien, l'espace évacué à Tchernobyl permet un regain de la biodiversité qui permet donc d'avoir la faune et la flore qui est dans un espace libéré de l'être humain, etc. Ouais, en fait, on leur laisse un espace dans lequel nous, on ne veut pas vivre, et ça ne me paraît pas être une bonne manière de concevoir un rapport au vivant exceptionnel. Donc voilà, merci pour ta réponse. C'était une blague. Oui, non, mais moi, je suis décroissant depuis toujours, donc c'est la question qui m'interroge. Alors, il faut voir qu'il n'y a pas de lien. Je rappelle, le rapport, toutes les scénarios, les hypothèses autour du Shift Project, c'est quand même division par deux de la consommation énergétique. Et au Shift Project, il n'y a pas de tabou. On sait qu'une division par deux de la consommation énergétique, c'est une baisse du PIB. C'est une récession, parce qu'on pense, il y a des rapports là-dessus, qu'il n'y a pas de découplage entre PIB et énergie. Voilà. Donc c'est admis. Il y a combien de partis politiques qui acceptent, qui ont un projet politique qui est compatible avec une récession continue pendant 20 ans, 30 ans? Ni LFI, ni Europe Écologie, ni les autres. Avec 3 ans, mais pas la récession. C'est un peu à discuter, et en l'occurrence, en tout cas, une baisse de la consommation énergétique est une récession. Voilà. C'est une décroissance, mais non, il n'y a pas, si j'ai fait un livre là-dessus, on pourra discuter plus tard là-dessus, il n'y a pas de découplage, ou pas de découplage fort entre production énergétique et activité économique. Ce sont les machines, il faut de l'énergie pour faire fonctionner les machines, et il y a globalement un rapport, il y a un ratio de 0,7 entre les deux. Chaque fois qu'on augmente le PIB de 1 point, l'énergie consommée augmente de 0,7%. Et c'est une constante, ce taux-là est pratiquement fixe. Donc, le train, il est là. C'est-à-dire qu'on ne sait pas imaginer une société moi j'appelle ça de la récession heureuse. Donc c'est ça le problème, c'est un problème sociétal. Et c'est bien pour ça que, et je reviens encore, que les Allemands, même écologistes, ils vont construire des centrales au gaz, ils vont construire des centrales au charbon parce qu'ils ne sont pas décroissants, ils sont pourtant écolos, ils sont pourtant anti-nucléaires. Donc il n'y a pas de lien entre le positionnement pro-antinucléaire et vis-à-vis de le plus grand genre. Encore une fois, que les gens courent, c'est le seul à chaque interview, à chaque truc, il dit attention, on va rentrer en récession, mais on va découpler de l'électricité et tape sur la croissance. Plus que j'avais. Je crois que ton projet pourrait parler. Oui, alors, juste, ça répond un peu à la question. Il y a eu une étude qui a été faite par l'IRSN il y a quelques années, auquel j'ai participé, sur le stockage des déchets radioactifs et en réfléchissant sur le monde dans 2100, c'est-à-dire, finalement, bon, les plus âgés d'entre nous, y compris moi, ne seront pas forcément là, mais nos enfants, si. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient prévu 4 scénarios pour dire le monde dans 2100, ça sera quoi? Et alors, il y avait une société qui pourrait aller avec le nucléaire, c'est la société un peu techno-égalitaire, un peu idéaliste, en disant, voilà, on pourrait aller avec de la gestion du nucléaire. Il y avait une société éco-frugale,
Et là, justement, le nucléaire n'allait pas, parce que l'école finale, comme ça a été dit dans la question, ça ne correspond pas aux une gestion décentralisée, technologie qui soit plus simple, etc. Donc, surtout, les deux autres modèles, il y avait 4 modèles, les deux autres modèles qui étaient proposés de l'avenir en 2100, c'était les technocastes, donc c'était 1984, et c'était l'effondrement, Mad Max. Donc actuellement, nos dirigeants, y compris nos dirigeants qui travaillent dans le nucléaire, envisagent comme tout à fait possible qu'à l'horizon 2100, le monde et la France vivent dans un univers à la Mad Max. Et là, c'est une vraie question. Comment les survivants, si on arrive à ça, je ne le souhaite pas, mais si on arrive partout, si on arrive dans un univers en 2100 à la Mad Max, quelle sera la pire des choses pour gérer les survivants? Et moi, je dis que ce sont les centrales nucléaires. On a encore le temps pour quelques questions de la salle. Là. Oui, j'ai une question. Alors, M. Caminet a très bien dit que, autre que nous, le pétrole est présent partout. Dans les médicaments, dans la chaise, dans l'électricité, partout. Ma question, la croissance mondiale est liée à la croissance du pétrole, à la production du pétrole. Très bien. Mais on oublie une question quand même. Je suis bien conscient qu'il faudra un jour trouver un remplacement à l'énergie produite par le pétrole. Très bien. Mais la pétrochimie, la molécule du pétrole, qui va la remplacer? Est-ce qu'on est prêt à se serrer la ceinture complètement, de ne plus avoir des objets de tous les jours? Et je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, on est dans ces limites-là. Alors, moi, j'ai le malheur d'être un profond optimiste qui croit en l'humain. Donc, moi, j'ai l'impression que au nombre où on est, 70 millions en France, on a des capacités de travail qui sont importantes. On a des cerveaux qu'on met à contribution. On a développé de la communication entre nous pour travailler en équipe sur le projet. Il n'y a pas de fatalité économique entre de l'énergie, du PIB. Je pense qu'avec suffisamment d'efforts politiques et de concertation, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Quelle est la molécule? Alors, justement, le gros problème du fossile, hein, non. Alors, dans les capacités de communication que je pensais, c'était aussi s'écouter sans s'interrompre. Donc, la molécule, moi, je suis pas plasticien, donc je vais pas vous donner la réponse, hein. Mais ce que je vous dis, c'est qu'on peut essayer de la chercher. Et ça sera toujours mieux plutôt que de s'abattre et se dire, on continue à faire l'autruche face au mur et on se le prend. Donc, il y a des capacités d'innovation. Je pense que si on rénove thermiquement 70% de notre parc de logements qui est complètement vétuste, il y aura suffisamment de travail pour faire de la croissance et du PIB, même si nos consommations d'énergie en ressortent baisser. Et ensuite, sortir de l'usage matière du pétrole. Je n'ai pas de solution avec vous, je ne sais pas si Frédéric, le professeur, a peut-être une connaissance plus large. Il y a la chimie verte, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité, il faudrait qu'il y ait des investissements plus importants, mais c'est finalement les fossiles, c'est du carbone. Donc, et la végétation, c'est carbone aussi. Donc, s'il y avait la volonté, s'il y avait eu depuis des décennies, là, c'est un problème de lobby. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on n'arrivera sans doute pas à résoudre les problèmes. C'est qu'il n'y a pas de volonté politique mondiale, il y a des lobbies qui sont tellement puissants que ça bloque tout et que, justement, on vit aujourd'hui sur l'illusion qu'on va résoudre les problèmes. Parce que si les dirigeants actuels n'entretenaient pas cette illusion qu'on va résoudre les problèmes, ça serait la révolution partout. Et comme nos dirigeants ne veulent pas la révolution, eh bien, il peut se rassurez-vous, on a des solutions technologiques, on a des solutions ci, on a des solutions ça, mais en fait, il n'y a pas de solution. La seule solution, ça serait une reprise démocratique du pouvoir en disant on pose tout à plat, mais vraiment tout à plat, sans élément de langage.
et on travaille sérieusement. Et ça, au niveau mondial, y compris dans les rapports nord-sud, puisque ça doit être un rééquilibrage de l'accès aux ressources, et ça, ce sont des sujets complètement tabous. Deux questions restantes. Parce que là, il nous reste 5 minutes. Deux questions. Non, il y avait deux questions. Deux questions. Je vais être très court. De toute façon, je vais être très court. Je vous remercie les intervenants parce que c'est un sujet politique qui est complexe, qui peut être politique, on l'a vu, donc je vous remercie. Je ne suis pas forcément d'accord avec les intervenants, bien évidemment. Ce que je veux dire, c'est au niveau du mix énergétique. Bon, j'entends bien qu'au niveau domestique, on peut aller sur les énergies renouvelables, en faisant un petit peu de sort, un petit peu d'organisation, on peut le faire. La question, c'est tout simplement qu'est-ce qu'on fait avec nos usines, quoi. Comment on fait tourner nos usines sans pétrole, sans gaz, sans énergie nucléaire, et c'est bon. Donc là, moi, je ne sais pas. Si vous avez une réponse, je l'attends. Et ensuite, il y a quelque chose sur lequel je pense qu'on ne se concentre pas suffisamment, c'est le problème de l'extraction. Parce qu'il y a des organisations comme Systex qui montrent que l'extraction au niveau mondial, c'est une véritable catastrophe écologique. Voilà. Mais forcément, il n'y a pas suffisamment de lumière là-dessus. Alors, on ne va pas développer parce qu'il faut être rapide. Et ensuite, il y a ces conditions écologiques, mais il y a surtout les conditions sociales dans lesquelles l'extraction est faite aujourd'hui, avec toutes les lignes illégales à travers le monde. Et c'est là aussi une véritable catastrophe pour fabriquer justement cette question de gros objets technologiques pour aller vers une intervention. Dernière question. Une intervention. Merci. Je me fais on vous aura rappelé la parole tout à l'heure. Je pense savoir faire la chose sur le sujet. Juste pour faire un petit témoignage rapide. Merci d'avoir organisé ça. Effectivement, c'est un sujet qui vend, donc dans le début, ça me fait une passion. Moi, je voulais faire quelques remarques sur le point de départ. On disait, en fait, pour ne pas sauver la planète, vous aviez, je trouve que c'est très bien de dire, en fait, on est vraiment face à des choses énormes. Moi, je suis professionnel du sujet, en fait, j'interviens en formation auprès d'entreprises, de collectivités, de hauts fonctionnaires. Alors, je sais que le thème, c'est énergie, climat, etc. Voilà, juste dire qu'il faut arriver à dépasser ça aussi. Maintenant, toutes les formations qu'on donne, elles sont sur le sujet du climat, bien évidemment, mais en même temps, sans jeu de mots politique, vraiment, on parle dans la même formation, pas pour des choses déconnectées, des sujets des ressources, et on a bien vu qu'il y a eu plein de questions, des sujets de la biodiversité, et enfin des sujets de l'adaptation. Sur le sujet climat, il y a le sujet d'atténuer les émissions, ce dont on vient de parler, avec potentiellement des outils, couteaux, fourchettes, baguettes chinoises, etc. Et puis, il y a le fait de s'adapter au changement. Déjà, il y a certaines façons d'atténuer maintenant qui permettront pas de s'adapter demain. Et donc, finalement, j'ai l'impression des fois que ce débat, il est important, il est nécessaire, par contre, il a besoin d'être éclairé. C'est plutôt un débat d'experts, je pense. Après, il faut lire, voilà, moi je les ai lus forcément, les rapports TE. Il faut lire tout ça. Moi, quand j'ai commencé à lire le rapport TE, j'étais plutôt vraiment d'un point de vue éthique et tout, il faudrait se passer du nucléaire. Quand on va dans le détail, voilà, on est obligé, d'ailleurs, ils vont dans ce sens-là aussi, c'est-à-dire que les foules nucléaires disent clairement, on ne saura pas faire, de toute façon, d'un point de vue compétences, temps, etc. Et les scénarios full énergie renouvelable, les outils, on ne saura pas faire, de point de vue 2050. Ou alors, il faudrait qu'on soit capable d'aller plus vite, c'est noir sur blanc, que les Allemands, les Anglais, qui sont en avance sur nous, et un problème d'acceptation sociale, parce que, en termes d'usage des sols, quand on commence à enlever les forêts pour mettre des panneaux photovoltaïques, etc. Donc voilà, juste pour dire, toujours peut-être autant de la hauteur, et moi je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur ces cultures, on se remet, dans le sens où, la planète n'a pas besoin de nous, en fait, on peut essayer de se nous sauver, nous, mais la planète, elle a fait sans nous, trace sans nous, et surtout pour dire aux gens, oui, sur le 2 degrés, 1,5, sur l'objectif d'être là-dessus en termes de bon chemin. Par contre, je fais souvent le même, je veux dire, la tête, c'est comme pour être champion olympique. C'est pas en se disant, c'est foutu, j'y arrive jamais, si je ne veux pas courir demain, c'est dans 25 ans, on peut faire la chose, il est mieux arriver à 2,1, à 3,9, à 4, à 5, à 10. Voilà, c'est juste la petite
Merci, vous voulez proposer. Merci. Je pense que maintenant, c'est le moment de terminer le débat. Oui, juste un petit moment. Désolé pour les deux personnes qui attendaient encore le micro. Une fois, comme il y a un apéritif, vous aurez la possibilité de discuter avec les conférenciers. Donc il y a l'apéritif qui est dans le couloir, pas dans la salle, et vous avez la possibilité de continuer ce débat. Et je vous remercie beaucoup pour avoir fait vivre ce débat. Merci à tous.